Mais je m'étais promis une chose, vraiment une promesse, à partir de ça, de cette phrase, que lorsque je partais dans le continent africain, donc au Maroc, je partais, mais je perf. Donc de gagner un grand prix, de ramener des médailles partout, et voilà, forcément être championne de mon continent. Mais c'était de me qualifier au JO dans le top 16 mondial. Et j'étais 10e aux Jeux Olympiques. Donc. Et Tokyo, pareil. Je veux pas un quota, en fait. C'est pas oui, on l'a mis parce que... Non, non. Et j'avais besoin de prouver ça, et que j'avais ma place. Et donc, j'ai réussi ce pari. Parce que ça m'avait fait mal. Je dis, ah bon, je vais être dans les meilleurs. C'était pas vraiment... C'est pour dire que, voilà, je suis partie faire mon petit chemin et j'ai réussi. Et que, finalement, rien n'est impossible, en fait. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Bonjour Asma, merci beaucoup d'être passée dans les locaux de Value pour faire cette interview. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai pas mal de questions à te poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une simple question. Comment vas-tu? Alors là, tout de suite, je vais très très bien. Très très bien. Ouais, très très bien. T'as pris ton bain glacé ou pas avant de venir? Alors là, ce matin, c'était la douche froide. Ouais, de toute façon, c'est comme tous les matins, la routine. La petite discipline du matin. Quoi. Quel courage. Je l'avais testé pendant, il y a 2 ans, je crois, pendant l'été. Tu sais, tu commences par les jambes et tout, et après tu montes, mais ouais, ça a duré juste l'été. Hein. Le temps d'un été, il paraît que c'est très bénéfique pour le corps et pour le mental aussi. Oui, ça, on va dire, c'est devenu un peu mon baromètre d'humeur. Je sais comment je me sens lorsque je prends une douche froide. Ah ouais? Ouais. Vraiment, c'est devenu ma routine de savoir comment je vais vraiment. Parce que si on sait bien respirer sous la douche froide, eh bien, tout de suite, ça veut dire que ça va bien. Si on suffoque un peu et on n'arrive plus à respirer, on est un peu... Parce que dès qu'on rentre dans la douche froide, c'est du... Et donc, finalement, c'est qu'on ne sait pas respirer face à un stress. Et le froid, on va dire, c'est ce qui remplace un peu le stress quotidien. Et c'est un outil qui est très puissant. Donc, lorsqu'on nous rentre dans une douche froide et qu'on respire et qu'on est bien à l'intérieur, c'est que tout va bien. Donc, ce matin, je n'ai pas suffoqué. Ouais, mais tu ne penses pas que c'est une question d'habitude? Tu suffoques quand tu n'as pas l'habitude et au fil des semaines, tu t'habitues? Alors, c'est ça qui est extraordinaire avec le froid. On s'y habitue jamais. Parce que le corps humain, et surtout lorsqu'on se lève, il y a une température qui est assez haute. Et c'est quelque chose où on ne s'habitue jamais. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite habitude qui peut s'installer, mais... il y a toujours ce petit challenge. Et c'est ça que j'aime avec ça. C'est toujours le petit courage où il faut y aller. Donc même moi, je me prépare avant de faire ça. Bon, bravo alors. Alors moi, c'est Julie du festival de la Goutte d'Or Magique Barbès qui m'a parlé de toi. J'ai tout de suite accepté. Enfin, je lui ai déjà d'ailleurs demandé « Ah, est-ce que je peux la voir et tout ?» quand j'ai lu la programmation. Donc il faut savoir que c'est un festival qui a lieu tous les ans, qui a eu lieu fin mai. Comment est-ce que tu as connu ce festival, toi? Alors j'ai connu ce festival, tout est venu avec l'écriture de mon bouquin, enfin le livre qui est sorti à bras-le-corps, où je vais intervenir sur ce festival et je ne connaissais pas. Et donc là, au fur et à mesure, je découvre les artistes, tout ce partage-là qui est puissant en fait, et je ne connaissais pas, et je découvre quelque chose d'extraordinaire en réalité. Donc tu as bientôt 41 ans, voilà. Et tu t'apprêtes à faire tes 3e JO. C'était en route, j'étais en route et puis là, c'est terminé. Pourquoi? C'est terminé parce que, tout simplement, il faut savoir que le judo, moi j'ai fait 2 Olympiades, Rio et Tokyo, avec un parcours juste dingue. Et j'ai voulu faire un coup de folie après Tokyo, après 5 ans, avec le Covid, 5 ans d'Olympiade, de partir sur Paris 2024. Et il s'est passé beaucoup de choses qui sont très compliquées. Je pense que je n'étais pas bien accompagnée en question de ma fédération dès le départ de ce challenge fou, parce qu'il faut vraiment être accompagné comme il faut. Et c'est là où la question de l'âge pose problème des fois. Ouais, c'est bon, elle a fait son temps. Et donc, des fois, on décide pour toi. Donc, j'ai dû vraiment me battre pour continuer cette Olympiade. Et ça m'a coûté un peu des plumes. Et puis, j'ai quand même continué avec beaucoup de persévérance. Et il s'avère que, non, je ne serai pas à Paris. Et puis, en réalité, c'est pas du tout un drame. C'est pas du tout. J'ai dit au revoir au tapis au championnat du monde dernier. Là.
Donc avant-hier. De toute façon, 41 ans, il n'y a personne qui... Non, non. Bah, d'ailleurs, Rio, 34 ans, et puis 38 ans, j'étais une des plus vieilles déjà, à- aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et comment ils t'ont accueilli là-bas? Ben, c'est ça qui est simple, c'est que je suis une athlète parmi d'autres, et donc il n'y a pas d'âge. On ne nous parle pas d'âge, quoi, tout simplement, personne ne parle d'âge. Et après, c'est vrai qu'il y a un respect qui s'installe, vu que certains athlètes connaissent un peu le parcours. J'ai commencé très tard, j'ai tout fait à l'envers, moi. Donc, j'ai commencé le judo à 20 ans, ce qui est d'ailleurs, personne l'a fait encore, de commencer aussi tard, parce qu'on commence très tôt. Mais bon, c'est le parcours de vie qui a mis ça en place, quoi. Ok, et ce qui est bien dans le sport, moi j'ai l'impression, hein, c'est que comme tu dis, on regarde pas l'âge, on regarde pas les origines, on regarde pas le sexe, on regarde pas en fait on n'est pas discriminé, c'est les performances qui comptent. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez? Ou est-ce que, comme nous, il y a des choses que tu ressens, de la discrimination? Enfin, c'est un grand mot, mais est-ce qu'il y a des différences? Alors, je dirais vraiment c'est un paradoxe. Alors, c'est vrai que des fois, on peut trouver que le sport, c'est une équité, mais moi, j'ai un peu infiltré le système de très, très près pour dire que c'est pas vrai. Donc, dans les Jeux Olympiques, il n'y a pas d'équité à 100%. Pourquoi? Alors, moi, déjà, je combats dans un continent africain, sachant qu'il y a des pays africains où qu'ils n'ont pas du tout, enfin, on va dire, les structures qui sont à disposition de la même manière. Et que ce soit des détails, par exemple, des athlètes qui n'ont pas le visa et donc ils ne peuvent pas faire de compète, ils n'ont pas de coach, ils n'ont pas de plein de choses autour. Mais par contre, le jeu, il est pareil. La compétition, elle est pareille. La qualification, elle est pareille. Tout est pareil. Et donc, c'est un peu à l'image du monde, en fait. Et donc, en réalité, équité, je n'y crois pas trop à 100%. Et ça, c'est un discours que je tiens et que je dénonce souvent sur tout simplement les prix qu'ils mettent, par exemple, pour les compétitions ou les choses comme ça. Il y a des pays qui ne suivent pas. Mais voilà. Et donc, je dirais plutôt dans ce système-là où des fois on prône cette équité-là, mais en réalité non. Donc il y a des athlètes, il y a des pays, ils ne se battent pas avec les mêmes armes lorsqu'ils vont combattre le jour J. Bah, c'est-à-dire que tous les pays, enfin tous les athlètes qui n'ont pas les équipements nécessaires, tous les moyens en fait, bah, leur victoire, elle est encore plus savoureuse, non? Oui, bien sûr. Et vraiment, ça, je le dis encore. Et c'est après chaque athlète, en fait, où vraiment, c'est parce que lui, c'est celui qui réussit, c'est parce que vraiment, je veux donner une petite anecdote. Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait et de tout quitter à 29 ans, ma carrière de sapeur-pompier. Et parce que j'avais ouvert le tiroir du rêve olympique et que tout le monde me disait que c'était impossible. J'ai commencé déjà le judo à 20 ans et de perfer dans ce sport. J'ai résisté à cette réticence et ok, donc j'étais chez les sapeurs-pompiers et finalement, puis c'est militaire, donc j'ai décidé de partir au Maroc combattre parce qu'on m'a ouvert la porte. Sauf que bon, forcément, il n'y avait pas les mêmes structures, les mêmes choses. Et je me souviens d'une tournée où mon président me dit bon bah écoute, est-ce que c'est possible que tu la fasses toute seule cette tournée? Et j'avais fait une tournée toute seule comme ça où j'avais fait Abu Dhabi, Chine, Corée, Japon, avec mon sac à dos, toute seule, sans staff, sans kiné. Ça, c'était en 2014, quelque chose comme ça, oui, c'est ça. Et pourtant, je fais 2 en Chine, 3. Donc, je me félicitais toute seule, quoi. J'étais toute seule à gagner plein de médailles dans cette tournée. C'est fou, hein? Et c'est ça, en fait. Donc, après, comme il y a des exemples, après, des fois exceptionnels, donc on en fait une généralité, mais tous les athlètes ne peuvent pas faire ça. Et donc, c'est pour ça que moi, mon engagement, il est très, très fort aussi sur le sport africain. Parce que, que les acteurs, en fait, responsables de tout ça, comprennent que voilà, l'accompagnement d'un athlète, ça représente bien plus que le sport, en fait. Ça représente toute une éducation d'une jeunesse, parce que lorsque les athlètes inspirent, et en bas, ça pousse, en fait. Je sais que moi, j'ai inspiré pas mal de petites filles, je l'espère, ou petits garçons au fin fond d'un village au Maroc. Et ça va au-delà, en fait, de la concrétisation d'un athlète lui-même. C'est tout un peuple, en fait, toute une nation. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à vouloir te raconter dans un livre? Ah, pourquoi? Alors moi, je trouve que écrire un livre, c'est une des plus belles thérapies. Et voilà, et ça, je le confirme. J'avais quelque chose que j'avais envie de
il y a une part de vulnérabilité, on montre quelque chose de très vulnérable lorsqu'on écrit un livre. Et puis aussi, tout simplement, rendre hommage à mon histoire et à ma mère pour son combat. Et ces combats et toute cette histoire de notre vie qui peut aussi apporter à d'autres. Parce qu'on voilà, on a toutes des histoires différentes, mais on a aussi des mots à UX communs. Et donc, c'est ces 12 chapitres qui racontent une thématique très puissante, où je raconte une storytelling, donc une histoire, mais derrière, je ne me contente pas là, avec humilité, je donne des outils. Et aussi, j'ai envie de pousser les jeunes à lire, et pas que les jeunes. J'ai envie de... Moi, lire, ça m'a sauvé la vie, je dis toujours. Le savoir, comprendre par soi. Et je trouve que lorsqu'on lit, on est assez critique. Donc, on ne suit pas, on essaie d'avoir nos propres pensées. Donc, j'ai mis beaucoup d'ouvrages dans ce bouquin. Chaque chapitre a beaucoup de livres, et puis aussi des docus, et puis des films aussi. On peut aller chercher. Pour dire que mes outils, c'est peut-être pas une censure, mais je vous donne plusieurs auteurs. Peut-être que vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient avec les livres qui vont avec. C'est une espèce de coaching, entre guillemets. Alors, le mot coaching, je ne sais pas. J'aime bien le mot partage. Il me convient, parce que coacher, je dirige les gens. En fait, j'ai une espèce de liberté dans ce livre. Et je leur partage tout ça. Ouais. Je préfère le mot partager. Partage, mais avec du... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de l'entrain, du dynamisme. Oui, après, il y a tu mon vois. métier d'accompagner. Voilà, mon métier, c'est d'accompagner. Voilà. Moi, j'accompagne. Et donc, forcément, de toutes mes formations de psychopraticienne. Donc, je mets vraiment tous ces outils en pratique de tout ce que j'ai appris et de l'expérience. Mais voilà, je sais que moi, c'est vraiment un partage puissant que je veux laisser. Alors, dans les premières pages de ce livre, tu parles de ton père. Oui. Tu nous embarques dans une course effrénée. Et à ce moment-là, tu as 10 ans. Oui. Là, j'espère que je ne me trompe pas. Hein. Oui. J'espère que j'ai bien lu. Oui. Cette course, tu t'en rappelles ou on te l'a racontée? Je m'en rappelle. Ah ouais? Bien sûr, à 10 ans. Quand même, on se souvient tous des choses quand on avait 10 ans. C'est un âge où on se souvient quand même. Oui, c'est vrai que tout a commencé là, mon destin, en fait, final. C'est pour ça que même mon rêve olympique prend naissance, enfin, dans le sens où de cette traversée. Il faut savoir que moi, mon papa, j'ai vécu avec lui et j'ai été un peu privée de ma mère à l'âge de 1 an, parce que, bon, voilà, un divorce difficile. Et ma mère, il fallait qu'elle parte, elle fasse ce choix de ce sacrifice. Maintenant, c'est avec beaucoup de maturité, je ne peux pas imaginer la force qu'il lui a fallu pour laisser une petite fille d'1 an et ma grande sœur qui a 9-10 ans à cette époque. Et quel courage pour aller construire ailleurs, pour nous récupérer plus tard. Et donc, c'était toujours dans son projet. Et ça, ado, je ne pouvais pas le comprendre de cette manière-là, mais maintenant, je m'imagine d'un cœur d'une mère de laisser ses enfants, ce que ça peut être comme drame. Et donc, je vivais avec mon père, sauf que, avec ses problématiques... De toute façon, je suis toujours à la recherche de vraiment que faisait mon père, parce que je pense que c'est l'énigme de ma vie, de son travail et de sa vie d'homme, comment il a géré toutes ces parts d'ombre, en fait, et que j'ai essayé de chercher, de comprendre. Et donc, voilà, il fallait qu'il s'enfuit du Maroc à cette période, parce que, voilà, ça n'allait pas, et c'était pendant... Il y avait un peu la guerre civile un peu en Algérie, c'était un moment très difficile en 93, il y avait le couvre-feu. Et mon père, il fallait qu'il passe là pour pouvoir partir dans le pays du Golfe, là où il avait un pied-à-terre. Et donc, il nous a fait traverser cette frontière interdite. Très, très petite, voilà. Et mes demi-frères et sœurs, derrière lui, et je me souviens, j'avais une petite jupe, je me souviens, qui était salie par la boue. Et on suivait, en fait, des passeurs pour passer de l'autre côté. Voilà, c'était vraiment... C'est fou. Oui. C'est fou. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de ce moment-là? Ce moment-là, c'est une petite fille qui ne comprend pas, en fait. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait un passeur armé et il nous faisait passer. Il y avait une voiture blanche qui nous a fait... Parce que la frontière a été très petite. D'ailleurs, les frontières elles sont encore fermées. Et là, je suis en train de me dire, ma mère, elle va m'entendre dire ça, elle me dire, pourquoi tu as parlé de ça? Non, c'est bon, c'est fini, maman. Je peux parler de ça en toute liberté. Et la frontière, voilà, elle est toute petite entre le Maroc et l'Algérie. Donc, c'était une traversée rapide, mais j'ai l'impression qu'elle avait duré
une éternité. En réalité, c'était peut-être, on va dire peut-être 10-15 minutes, mais dans le cerveau d'une petite oui. fille, on a l'impression que c'est peut-être 5-6 heures. Et donc, on se retrouve dans une maison. Donc mon père, il nous met là. Et puis, tout simplement, mon père, il disparaît pendant quelques jours. On ne sait pas où il est et il nous laisse dans cette maison, ses enfants. Ok, du coup, ça allait de quel âge à quel âge? Donc moi, la plus jeune. Et puis, ça partait jusqu'à peut-être 24-25. Et comment ils ont... Enfin, est-ce que t'en as reparlé avec tes demi-frères? Non, et sœurs non, parce que moi, après, c'est ma sœur qui a pris la plus grande décision qui a bouleversé toute notre vie. Elle s'est rendue compte qu'il y a un truc qui allait pas. Et donc, moi, je suis très fascinée par son courage. Ma grande sœur, elle est extraordinaire. À ce moment-là, savoir qu'elle a 19 ans, c'est jeune, et elle s'est dit, il faut qu'on parte. Parce qu'on ne sait pas où on va partir, donc il faut vraiment qu'on parte. Et elle avait le numéro de ma mère. Et donc, elle a décidé, on avait sauté un petit muret. Et en fait, elle a décidé qu'on aille à la poste. Alors, il y a une espèce de poste. du bled. Voilà, et puis on était proche du couvre-feu, parce qu'à 18h, vraiment, cette époque en Algérie, enfin, Alger, c'était vraiment très, très, très difficile. Il y avait des chars, la police partout, et on était partis en après-midi, et en fait, elle appelait en PCV ma tante, qu'elle n'arrivait pas à voir, et en fait, finalement, le destin qui a bouleversé notre vie, c'est que une synchronicité qui est son nom, c'est que ma mère, à l'époque, elle louait à des jeunes travailleurs une chambre. Et donc voilà, parce que ma mère, elle s'est remariée, donc elle est veuve. Donc son mari, il est décédé. Et donc elle avait un grand appartement où elle louait une chambre. Et il s'avère que la personne qui s'appelait Badr, d'ailleurs, j'aimerais tellement le retrouver, on essaie de le rechercher parce que c'est juste magique. Sa famille était à 1 kilomètre d'où on était. Et donc, en fait, ma mère, elle appelle ce Badr, elle lui dit « Tu viens d'où d'Algérie ?» Alors, sachant que c'est cette fois la France, l'Algérie, c'est géant, je ne sais pas, en superficie, et il fallait sa famille soit à 1 kilomètre où on est. Il fait, voilà. C'est le destin. Waouh, à chaque fois, j'en ai frisson de cette histoire parce qu'elle est juste magique, quoi. Et donc, il lui dit non, tes filles, il faut qu'elles aillent chez ma famille. Et ma mère, elle donne l'adresse à une adresse de gens qu'on ne connaît pas où il faut qu'on aille, en fait. Et c'est vrai je me souviens qu'on avait tapé dans une porte, on est rentré dans une maison et c'était pas cette adresse-là. Et puis, on s'est mis à pleurer parce qu'on paniquait, parce que l'heure approchait du couvre-feu. Et moi, je pleurais beaucoup. Et il y a une dame qui nous dit « Non, c'est pas là, je vais vous aider ». Et donc, elle nous a aidés à retrouver cette famille-là. Et puis, c'était la période des fêtes. Je me souviens de Noël, c'était cette période-là. Pourquoi je dis ça? Parce que la petite anecdote, c'est que lorsque je suis arrivée dans cette famille, je pense que ça devait être la tante de Badr, justement le coloc qui habitait dans la chambre de l'appartement de ma mère. Elle m'avait dit... alors, c'était drôle. Elle m'avait donné une sucette et elle m'a dit c'est Baba Noël. Donc, c'était drôle. Baba Noël. Et j'ai toujours gardé ce Baba Noël dans ma tête. Et puis, ma mère, voilà, elle a fait comme le film Jamais sans mes filles. Sans ma fille, là, c'était Jamais sans mes filles. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Avion tout de suite. Tout son possible pour nous récupérer. Donc, elle est venue au moins d'une semaine, même pas 3-4 jours. Elle était là, en fait. Et donc, moi, je vois ma mère vraiment... pas pour la première fois, oui, mais avec voilà, la conscience, quoi. Avec la conscience que c'est ma maman. Et je suis toujours su qu'elle habitait en France. Ma sœur, elle me le disait souvent. Et puis voilà, c'était ancré que j'avais une maman qui était en France. Et sauf que la grosse problématique, c'est que moi, avec un laissez-passer, donc ma mère... Elle a fait tout ce qu'il fallait avec les autorités, de dire qu'on a traversé une frontière pour mettre mon père un peu à défaut de tout ça, parce qu'on s'est enfui de là, parce que mon père il a su, donc il a essayé de quand même protester par rapport à ça. Donc on a quand même, je remercie beaucoup à cette époque tous les autorités algériennes qui ont resté debout avec ma mère dans cet épisode. Et, sauf que moi j'ai eu un laissez-passer et ma sœur non. Alors, c'était... Parce qu'elle était majeure. Bah oui, et elle ne peut pas partir en France. Alors moi, on me expliquait tout ce qu'on voulait. Je pouvais même partir, rester là, même dans la rue avec ma sœur, quoi. Il ne fallait pas
que je parte nulle part. Enfin voilà, c'est pas que ma mère, je ne la connaissais pas. Bah oui. Et j'ai le souvenir que j'accroche la jambe de ma sœur, et puis elle me chuchote, je vais y revenir. Et là, c'était impossible. Je partais en France et je laissais ma sœur là. Ah, Une deuxième maman, en fait. Bah, c'était toute mon enfance. Et je suis à chaque fois émue. Voilà. Bah, c'est normal. Ouais. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Je crois que c'est la première fois dans un interview où on me voit avec des larmes. Genre, il ne faut pas pleurer parce que moi, je suis très... On en parlait en plus il y a 2 jours. Moi, je pleure. Quand on pleure, je pleure. Ouais. Après, c'est la surenchère des pleurs. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un sujet où... waouh. C'est bien d'avoir des émotions. Oui, non, mais surtout celle-là, parce que c'est quelque chose où j'en parle rarement, je l'ai écrit, mais c'est vrai que là, j'étais à fond et j'ai vu l'image, en fait. Parce que, ouais, ma sœur, elle représente quelque chose de très grand. Et puis voilà, puis ma sœur, elle s'est retrouvée au Maroc, parce qu'elle devait repartir au Maroc, du coup. Donc, chez mon grand-père, donc le père de ma mère, pour qu'il puisse l'aider, en fait, à... Puis ma mère, elle me ramène chez ma tante en France, et là, je me retrouve à côté de Noisy-Grand, donc Noisy-Champ, chez ma tante, le temps que ma mère allait chercher. Donc là, j'étais rassurée de savoir qu'elle m'a laissée pour aller chercher. Donc, c'était pas grave. Elle me dit, je vais... Donc, oui, moi, je pleurais pas. 20 ans, oui, va va chercher. chercher ma sœur. Voilà, Ouais. j'étais soulagée de savoir qu'elle me déposait là et qu'elle partait chercher sa grande fille. Et puis voilà, le souvenir aussi que lorsque je vais chercher ma sœur à l'aéroport, hein, que là, c'était le retrouvailles. Et puis voilà, c'était tout ça pour dire que, enfin voilà, ma sœur, de son âge, qu'elle ait pris cette décision, ça a été la plus belle décision qu'elle a prise pour nous. Et toi, c'est les jours où vous étiez dans la maison, pendant les 3-4 jours, qu'est-ce que vous faisiez? Bon, on n'est pas resté tant que ça. Ma sœur, elle a fait ça très rapidement. Bah, nous, je sais qu'on avait très peur. Parce que c'était à l'époque des terroristes. Il y avait beaucoup de terrorisme, tout ça. On entendait toujours des booms. Et c'est vrai qu'il y a une petite anecdote face à ça. Parce qu'avec mon demi-frère, qui a 1 an plus que moi, un jour, il y avait un colis devant la porte. Et puis nous, on entendait tout le temps des choses comme ça, en fait. Et en fait, c'était un colis, rien. Il y avait du lait à l'intérieur, mais fermé. Et en fait, on a cru que c'était une bombe. Ouais. Et on était partis dans le jardin, mais genre longtemps tout le monde. Et on avait peur. Et j'ai toujours ce souvenir. En fait, c'était juste du lait. Mais qui avait posé ça? C'était un truc de lait qui est devant la porte. Ah, nous, on ne d'accord, savait c'était pas. déjà, et nous, on pensait, ok. enfin, on est petits, quoi. Enfin, Ah bah oui. et ça, j'ai toujours ce souvenir qui est assez drôle. Donc plus loin dans ton livre, tu parles encore de ton père et tu dis une nouvelle fois sorti de prison. Oui, Qu'il était oui. une nouvelle bon. fois. Est-ce que c'était quelque chose de fréquent? Bah, c'est vrai que le sujet de mon père et de ce qu'il faisait, c'est quelque chose d'assez tabou. Donc, je n'ai jamais su pourquoi, vraiment, réellement, les raisons. Mais en tout cas, mon père, c'était un homme d'affaires et en même temps politique. Donc, voilà. Ça a toujours été un tabou, vraiment. J'aurais peut-être un jour à la recherche de ça. Mais en tout cas, je sais qu'il a fait des allers-retours. Et donc, c'est pour cette raison qu'on est passé par sa frontière. À quel moment, toi, tu as la certitude que tu reverras plus ton père? Alors, là où... alors, je pense... j'ai juste ce souvenir de lorsqu'on traverse ce muret, et il y avait mon petit frère à qui je tenais fort, qui s'appelle Ayoub, et qui a 1 an plus que moi, et que je voulais emmener avec moi. Et ma sœur, elle me dit, non, t'inquiète pas, plus tard. Et moi, je ne comprenais pas, parce que je dis, il vient avec nous. Et en fait, non, parce qu'on n'est pas maman, sa maman qui était, elle, à l'époque, restait au Maroc, mais donc aujourd'hui, ils habitent ensemble, mais moi, je ne comprenais pas. Et c'était très dur, en fait, ce passage, parce que moi, je le tenais beaucoup à lui. Et en fait, on est parti. On lui disait, on viendra plus tard. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, je savais que ma vie, elle allait changer. J'étais persuadée de ça. Donc, on ne savait pas où on allait, mais il y avait quelque chose. Alors là, quand j'étais dans l'avion et que j'étais en France... je pense que, ouais. Ma sœur, elle l'a revu, elle est partie sur la fin de vie de mon père, qui est décédé en 2006-2007. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Tu l'as pas fait parce que... Je pense que j'ai accepté, enfin, j'ai fait le deuil de mon père tard, très très tard.
Lorsqu'on m'a annoncé qu'il était décédé, je revenais d'avion. Donc c'est pour ça que c'est la petite anecdote avec l'avion, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a toujours peur de l'avion, terrorisé de l'avion. Et pas de raison, parce que j'aime bien le saut en parachute, je suis une casse-cou. Mais comment, toi, avec tout ce que tu fais dans la vie, tu as peur de l'avion? Et cette angoisse de l'avion, elle me vient parce que j'ai appris la mort de mon père, en fait, dans un voyage. Je revenais de Cancun, exactement, de vacances. Et on allumait les vieux portables à l'époque, et il y avait plein de messages. Et ma sœur qui m'appelle, ma mère, elle me dit, ton père est décédé. Et c'est vrai que j'ai fait quelque chose de très bizarre. J'ai raccroché et j'ai fait comme si rien n'était. Comme si on m'avait dit, je sais pas, voilà, il y a un pique-nique cet après-midi. J'ai mis quelque part et j'en ai plus jamais reparlé, comme si ça n'existait pas, comme si n'était pas mort, et voilà. Et j'ai vécu très longtemps comme ça. Et par contre, j'ai placé le mot mort à l'avion, parce que j'ai su ça en décrochant dans l'avion. Et donc, après ça, lorsque je suis rentrée dans les avions, j'avais des terreurs et des peurs, et je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai découvert après mes études de psy, parce que je suis aussi une psychanalyste sur moi, que ça venait de là. Ok, et avant, tu n'avais jamais eu peur de l'avion? Non, et non, j'avais pas fait le lien de ma phobie de l'avion, voilà, émotionnellement, que ça venait de ça. Donc j'avais mis ce choc quelque part et qui était lié à l'avion. Et tu penses que le fait de pas avoir eu de réaction quand tu as appris le décès de ton père, c'est quoi? C'est une espèce de protection que tu t'es faite? C'est quoi? Tu t'es imperméabilisé de tout Oui, je pense, parce que en ouvrant le sujet de mon père, j'ouvrais plein de choses. Ok, tu ne voulais pas revoir Oui, j'ouvrais déjà la relation avec ma mère, parce que ma mère, bon, voilà, le sujet de mon père est très très complexe, parce qu'il lui a fait beaucoup de mal. Ma mère a été une femme battue, et mon père lui a fait beaucoup de mal, et vraiment elle a beaucoup souffert, vraiment très très souffert, et c'est un sujet qui est très très sensible chez elle. Et le fait d'ouvrir tout ça, je ne me permettais pas, parce que j'allais ouvrir plein de choses. Voilà. Et donc, je préférais pas. Par contre, ma sœur, elle est partie le voir bien avant. Et moi, non. Après, elle avait 10 ans de plus que toi aussi. Oui, enfin, voilà, 10 ans, je pense que c'est ça aussi. Elle a une autre maturité, c'est vrai. Oui, voilà. Mais, alors, peut-être je me suis trompée, tu es d'origine sénégalaise. Mon papa est sénégalais. Ouais. Ok. Et ta maman, elle est marocaine. Marocaine, ouais, c'est ça. Voilà, je suis métisse. C'est-à-dire que lui, oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que lui, il était au Maroc en étant sénégalais et en te faisant passer par la frontière, etc. C'était. Non, après, mon père, il a toujours été dans le Moyen-Orient. Ma sœur est née au Caire, elle est née en Égypte. Donc, ils ont vécu en Égypte. Mon père, il a toujours été dans le Moyen-Orient, comme je disais, hein, il était aussi dans la politique, donc il faisait beaucoup de choses. Et donc, il était beaucoup au Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça qu'après, ils sont partis aux Émirats. Donc, d'ailleurs, mes demi-frères, tout ça, ils sont tous à Dubaï. Ils vivent là-bas, et mon père, il est enterré au Koweït. Ah ouais, donc c'est... Ouais, il est enterré au Koweït. Donc, ça tombait là-bas, et que peut-être que j'irai un jour. Est-ce que tu aurais aimé qu'il soit présent à tes côtés dans des moments précis? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je pense que ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait pour prendre le rôle du repère. Parce que lorsque je suis arrivée, il faut savoir que je pense sincèrement que lorsque je suis arrivée en France, il me fallait une thérapie. Mais ce n'était pas très culturel. Et puis voilà, c'était pas très culturel, même à l'époque. Hein, ouais, à l'époque, il n'y avait pas. C'est en fait quand tu faisais une thérapie, tu étais fou. Oui, voilà. Donc même pour les enfants aujourd'hui, bon, c'est démocratisé, mais à l'époque, on parlait pas de ça. Et je pense que j'ai vécu plusieurs traumas. Donc j'ai vécu plusieurs traumas enfants, et je pense que c'était important peut-être que je puisse j'ai juste à avoir un accompagnement peut-être sur voilà. Et pour éviter peut-être une adolescence. Bon, après, moi, je dis toujours, la chance que j'ai eue, c'est la découverte du sport. Et ça m'a appris à me connaître, donc ça m'a sauvé la vie. Et d'autres, ils n'ont pas eu cette chance. Mais je pense que ma mère, elle a toujours voulu avoir ce rôle de repère. Et donc, dans le mot repère, repère. Et quand on dit le contraire du repère, c'est père, vers. Et donc, la perversion n'est pas aller juste droit. On marche pas droit, on va faire des conneries. Père, vers. Donc, souvent, les enfants monoparentales, ou quand il n'y avait pas une structure où c'est carré, ma mère elle essayait toujours de créer du repère pour pas que voilà, les enfants aillent dans la vers la perversion, ou des choses qui sont vraiment contraires. Donc dans le principe, j'ai résisté. Donc j'ai joué l'adolescente
insolente et pas très cool. Et donc, d'un côté, je voulais lui faire payer. Et quelque chose, la pauvre, qui n'était pas de sa faute. Et moi, à cette époque-là, Tu ne le comprenais pas. je ne le comprenais pas. Bien Donc, sûr. voilà, tu m'as laissé. Donc, je l'ai testé, je l'ai challengé. C'est vrai que je l'ai rendue folle à un moment. Et puis, elle, je pense qu'à l'époque, ma mère, elle ne comprenait pas l'amour que j'avais pour le sport. Moi, le sport, c'était un peu mon oxygène. C'était l'endroit où j'excellais. J'ai toujours excellé, en fait, dans le sport, et même petite. Hein. Je me souviens, avec mes demi-frères, c'était moi la première. J'étais une compétitrice. Il fallait que je sois la première. D'ailleurs, des fois, ils me disaient, ouais, tu me fous la route devant mes copains parce que c'est toi la première, parce que j'étais beaucoup plus petite. Et j'ai toujours eu ça. Je savais sauter. Enfin, Oui, voilà, tu étais sportive j'avais ça. naturellement. Oui, C'était j'avais inné. ça en moi. J'étais Ah. hyper active, il faut savoir. Très, très hyper active. Donc, je ne restais pas en place. D'ailleurs, je le suis encore. Mais le sport m'a donné une place. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée, j'avais le barrière de la langue. Je suis partie dans une école francophone. Et dans l'école francophone, tout de suite, j'ai eu des amis parce que c'est celle qu'on voulait choisir pour le foot, pour la course, pour le relais, pour tourner à ce main dans l'équipe. Donc, On va j'étais la gagner, quoi. star. Ah bah oui. Et donc, tout de suite, pour jouer, il fallait toujours qu'on me choisisse. Donc, tout de suite, j'étais la fameuse de. Voilà, j'étais vraiment celle que. Donc, j'ai eu des amis très tôt, grâce à ça. Et donc, j'ai vu que ça marchait. Je suis que ça marche ce truc-là, alors je vais aller là-dedans. Et donc ça a été ça tout le temps. Et tous les amis que j'ai eus, tout le partage, toutes les choses magiques, c'était grâce au sport en fait. Ça m'a créé une connexion de full of love incroyable avec les gens. Ma mère, elle ne le comprenait pas parce qu'elle était inquiète qu'il fallait que je fasse des études. Il faut faire parce qu'elle a toujours travaillé. Ma mère, c'est un soldat. J'ai une admiration profonde pour sa combativité. Ma mère, je crois qu'elle n'a jamais été en arrêt de travail toute sa vie. Elle a passé sa vie à travailler. Et en fait, c'est de travailler dur et avoir un salaire. Et voilà. Et c'est vrai que ce côté, c'est terre à terre, il faut faire, il faut investir, il faut faire. Voilà. Et ma mère, elle a toujours été dans ça. Et pour moi, pour elle, le sport, c'est un loisir. C'est pas. Et elle le comprenait à l'époque. Enfin, elle le comprenait pas à l'époque. Il n'y a pas si longtemps, elle m'a dit, c'est vrai que je t'avais pas comprise. Tu as eu des médailles, là, je Oui, commence à ouais, là, comprendre. je comprends que tu as résisté jusqu'à 41 ans, que tu es là, et je comprends, parce qu'on t'en a privé jeune. Sauf que, bon, on m'emmène pas en sport-études, parce qu'à l'époque, il fallait y avoir une note très, très haute, et je fais un CAP BEP, bac pro cuisine. Je suis derrière le fourneau. Donc, tu cuisines super bien aussi. Ouais, je cuisine bien, c'est vrai. Mais il ne faut pas que je le dise trop, parce que là, on va me dire, ah, tu m'avais jamais invité. Donc oui, j'aime cuisiner, mais après, c'est de la cuisine où il n'y a rien dans l'assiette. Ah, c'est des trucs, Gastronomie. ouais. Voilà, c'est ça. Donc j'ai fait longtemps le foie gras que j'ai vendu pour les gens. Oui, je cuisine bien. Et puis j'ai aimé ça. Et puis il y avait toujours quelque chose de compétition. Il fallait que je fasse des concours, des trucs. Il y avait toujours quelque chose, il fallait que je fasse mieux. J'avais un côté entrepreneur. Il fallait qu'avec un ami, on partait chercher le foie gras, on enlevait les nerfs pour aller le vendre. Enfin, il y avait toujours quelque chose où il fallait que j'excelle, quoi. Donc il y avait toujours un côté entrepreneur, de l'athlète, quoi. Il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et j'en ai vendu les jours de Noël et des foie gras. Et donc voilà, et puis je rencontre le judo très très tard. J'avais un ami à l'époque, son petit frère faisait... c'était mon petit ami à l'époque, son petit frère faisait du judo. Et puis j'accompagne le petit Rodolphe au judo et j'entre dans un dojo pour la première fois. Et puis là, je prends une bouffée d'une odeur que j'ai refermée tout de suite. J'ai dit jamais de la vie je ferais ce sport. C'est une odeur qui ne me convient pas, une gant de boxe, c'était juste une horreur, quoi. Et je suis restée à l'extérieur, donc un coach me dit, viens, Yves Abdoun, mon premier coach. Et toi, tu étais déjà musclée Oui, parce que tu faisais j'étais du sport, championne de France d'athlétisme, j'étais championne de France de moins de 18 ans de hand. Donc il faut savoir que j'avais Ah oui. pas mal de palmarès bien avant. Ok, ah bah oui. Oui, j'ai fait championne de France moins de 18 ans handball. Et puis l'athlétisme, pas mal de médailles. Donc voilà, je faisais de l'athlétisme en club. À l'école à l'époque. Donc voilà, j'aimais le sport. C'était quelque chose, je partais faire des footings, je partais à la salle. C'était quelque chose qui faisait partie de mon hygiène de vie, en fait, tout simplement. Et puis je rentre dans un dojo, et puis ce coach qui me met je disais le pyjama, je disais même pas judoji, parce qu'il fallait toujours s'habiller, quoi. Et puis, je rentre dans le dojo et puis il m'avait dit une phrase et il m'a dit après l'entraînement, si tu t'entraînes fort, tu iras loin dans ce sport.
Et là, en fait, je me suis détachée du sport, j'ai entendu loin dans ce sport. Et tu t'es dit Et j'ai vu des compétition. anneaux olympiques dans ses yeux. Ah ouais? Oui, à ce Direct. moment-là, ouais. Je dis, ah bah je ferai les jeux dans ce sport. Donc j'ai fait rire un peu tout le monde. J'avais 20 ans. Ah, attends, Asma, tu vas pas faire les jeux. Genre, tu commencer. commences à 20 ans et tu... Reste tranquille un peu, essaye et on verra. Et moi, non. Donc j'ai gardé ça à côté. Je me suis dit, je vais m'entraîner fort et je vais voir où ça m'emmène. Et puis, c'est cette audace, quoi, de dire oui. Je me rappelle, il y a un entraîneur, il m'a dit, c'est quoi ton rêve? Je fais, voilà, faire partie des meilleurs mondiaux. Et c'est vrai que je devais avoir 3-4 ans de judo, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui diraient que c'est prétentieux de dire ça. Moi, pour moi, c'était juste de rêver. Et il y avait un côté petit, peut-être chez moi, qui était là. Et que des fois, les petits, quand on leur dit, tu vas être pilote, tu vas... oui, il n'y a pas de... te dit tout et rien. Et moi, j'ai ça, j'ai encore ça. J'ai de la chance d'avoir ça et je l'ai encore, je le sais, que bon, j'arrive à me dire que tout est non limite, quoi. Et je lui disais, si, je ferai les Jeux en sport et puis en plus de ça, les meilleurs mondiaux, quoi. Je serai dans le top 4 mondial, tout ça. Juste comme ça, je disais des chiffres en plus. Et puis, c'est vrai que bah, tu es rattrapé par les autres parce que non, il faut un métier, il faut faire des choses dans la vie. Tu peux pas faire que du judo, tu viens d'arriver. Il y en a qui sont déjà en sport-études, enfin voilà, quoi. Déjà, il y en a qui arrivent à être champion du monde à 22-23 ans, quoi. Senior. Toi, tu arrives. Et là, je fais un footing à côté du judo, en refaisant ma vie. Non, je plaisante. Et puis, je rencontre un gradé, à ce moment-là, qui discute. Je croyais qu'il me draguait au début. Je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est pompier, grasé, il court à côté de moi. Ah, vous avez une belle foulée. Puis je dis, qu'est-ce qu'il me veut? Et puis là, il me parle. Et il me dit, ça y est, on a ouvert aux femmes. Je dis, ah bon, vous avez ouvert quoi? Il me dit, ah, vous n'êtes pas au courant? On a ouvert les pompiers parce que, bah voilà, maintenant, le seul corps d'armée où il n'y avait pas de femmes, c'était la Légion étrangère, donc il n'y en a toujours pas, et les pompiers de Paris. Ça y est, on a ouvert depuis 3-4 ans. Je dis, ah bon? Ils ont ouvert en 2002-2003, et moi je rentre en 2005-2006. Et le métier consiste à quoi? Tout ça en courant. Il me dit, bah, nous, on sauve des vies et on fait du sport. Voilà notre métier. Bon, on ne va pas ditoliser à côté, mais voilà. Puis là, boum! Nouvelle révélation. Ouais, je me suis vue avec une cape parce que moi, il faut savoir, la petite anecdote, c'est que j'étais abonnée à l'hôpital quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir, bon là, j'ai des cicatrices partout. Je suis brûlée au 3e degré, je suis ouverte. C'est que j'ai l'impression que j'avais le pouvoir de voler. J'étais folle, mais vraiment. À 3, 4, 5 ans, j'avais l'impression que je savais voler. T'étais rêveuse, t'étais pas folle. Oui, je sais pas. Voilà. Et par contre, je faisais des trucs dangereux. J'avais sauté du 1er étage. J'avais construit une espèce de cape avec le drap. Et j'ai sauté du 1er étage, je me suis pété la jambe. J'ai porté, chez nous, elle s'appelle la halila, les Marocains ils vont savoir, c'est une grosse soupe. Elle était par terre, énorme. Moi, 3 ans, je vais la porter, 4 ou 5 ans, j'en sais rien. Je l'ai portée, je l'ai virée. Enfin, voilà. C'était juste, il ne fallait pas me laisser quelque part. Parce que s'il y avait, limite, tout le monde, Asma, elle est quelque part, il va y avoir une catastrophe ou un drame. Mais vraiment, je faisais des choses un peu dingues. Et c'est vrai que je me prenais pour un super-héros parce que je regardais les dessins animés et je disais, ouais, je peux être ça, quoi. Et j'aimais cette notion, genre d'aller sauver. Enfin, voilà. Et j'ai toujours eu j'aimais bien les mangas, donc tout ce qui passait à la télé à l'époque. Et donc, Dorothée et tout? Oui, après, non, nous, on n'avait pas ça. Donc, j'avais Goldorak en arabe. Mais c'était Goldorak et toutes ces choses-là, en fait. Voilà. Ça me fait penser au sketch de Gad. Mais c'est des mangas, tout ça, tout ce qui est Japon. Et voilà, c'est tout cet univers-là. Et donc, il y avait Dorothée, je connais bien après quand j'arrive en France. Mais là-bas, il n'y avait pas Dorothée. Mais c'était cette notion de sauver, voilà. Et donc là, il m'a dit sauver des vies. Et je sais que le soin, ça a toujours été mon truc. J'aime le soin. J'aime donner. Et ça me convenait comme métier. Mais sauf après, je ne savais pas où je mettais les pieds. Je ne sais pas si tu te souviens quand je te disais le repère. Ah bah là, il y a eu beaucoup des repères. Donc, des pères qui te disaient viens là, fais pas ci, viens là. Que des papas, encadrés, voilà, patriarcal. Donc j'avais beaucoup de papas dans mon sens. Donc je suis arrivée rebelle de mon lieu, arrivée dans une caserne. On me dit viens, va-t'en, fais ici. Mais t'écoutais, t'arrivais à écouter ou non, j'étais punie tout le temps. Alors là, ils m'ont refait mon éducation, j'étais punie tout le temps. Alors c'était des regards, des non, résistance jusqu'au bout. Non, résistance et jusqu'à que je comprenne. Donc il y avait des gens très bienveillants, extraordinaires.
Tu vois, les pompiers de Paris, c'est le reflet de la société. Il y a des gens extraordinaires comme des pourris, comme des... Pourquoi ça serait que des héros? Donc après, voilà, je sais que j'ai toujours été dans la direction des gens qui ont été extraordinaires avec moi. Et il n'y avait pas de juste milieu. C'était où ils étaient incroyables avec moi, où ils ne m'aimaient pas. Donc c'est vrai que j'ai connu des moments très très difficiles par ceux qui ne m'aimaient pas. Donc forcément, il y avait aussi du racisme, misogynie. Mais j'ai toujours été protégée par, voilà, Par le noyau dur voilà, bienveillant. voilà. Pour en revenir à ton père, est-ce que ça a été dur de te construire en tant que femme sans lui? Encore une fois, ça revient de ça, le fait que mon père ne soit pas là. J'étais construite par tout ça. Il y a eu les pompiers, il y a eu toute cette structure militaire. Ça aide énormément parce que ça rentre, comme je disais, ce repère. Donc il y avait quelque chose de très positif. Et moi, je dis toujours, ce qui m'a construit de ce côté-là par manque d'une figure paternelle, ça a été les pompiers. Ça m'a énormément aidée à ce moment-là, je pense. Avec du recul, même Oui, si c'est ça, avec du recul. avec du recul aujourd'hui, même si c'était difficile, et là je parle vraiment de ceux qui ont été difficiles pour que je sois la meilleure version de moi-même, qu'à l'époque je ne comprenais pas. J'avais des instructeurs ou des gens qui s'étaient gradés, qui étaient très difficiles pour moi, pour que je sois la meilleure version et que je me révèle et que je ne comprenais pas dans cette lecture à l'époque, qu'aujourd'hui je leur parle et je comprends. Mais ils essayaient que j'excelle en fait. J'ai plus de focus avec ça aujourd'hui et donc ça a été aussi ça. Comment ta mère, elle te voit à cette période? Moi, ma mère, je pense je pense au fond d'elle, elle a toujours peut-être pensé que je me cherchais et que. Puis elle savait que je me sentais bien à la caserne. Elle savait que c'était un métier qui me plaisait, qui était très difficile. Mais la seule chose où ma mère, je peux dire, c'est qu'elle m'a jamais interdit quoi que ce soit. Va, vie, deviens, ok. Si c'est ça, même si je me trompe. Voilà, ma mère, c'était quelqu'un où elle me laissait la liberté de ça. Même si on était souvent des fois en conflit, mais elle était une mère exceptionnelle sur ce choix-là. Je fais pompier, bah vas-y, fais. Je fais ça, fais. Après, elle pourrait très très bien le critiquer des fois pour certaines choses ou machin, pour le haut niveau, c'est quand tu vas t'arrêter. Mais va jusqu'au bout de ta bêtise, vas-y, va. Et donc ça, c'est génial. Mais elle n'avait pas la même réticence que quand tu voulais faire du sport. Non, mais après, c'était un métier, parce qu'on sait qu'il y a un cadre, il y a un métier, il y a un salaire, je suis bien, et voilà, il y a un avenir. Donc pour elle, ça va. Ouais, ça Le rassure sport, les c'est parents. pas- Donc là, c'est fonctionnaire, enfin, c'est pas fonctionnaire, mais c'est militaire, il y a un cadre, il y a un truc, il y a une institution autour de moi, donc ça va. Même si le métier il est difficile, elle est à l'abri. C'est vrai que tous les parents à l'ancienne, donc nos parents, hein, pour eux, ils ne conçoivent pas un travail dans l'artistique, dans le sport, Ouais. dans la musique. C'est ça. Pour eux, c'est voilà, si tu dois faire un truc, te lever le matin, aller au bureau Voilà. ou être C'est- fonctionnaire, comme tu dis. Voilà, Quoi. voilà. Mais il y a tellement de choses. Enfin, Puis aujourd'hui, avec la maturité, toutes ces réticences, et quand elle a des résistances vis-à-vis ça, la première chose que je me dis, c'est elle a peur pour moi. C'est voilà, avant, non, mais pourquoi elle veut pas que je fasse ça? Pourquoi elle veut pas que je sois heureuse? En fait, non, ça change aujourd'hui. Elle a peur. Bah oui. Et ça change tout. Bon, à 22 ans, 23 ans, ouais, c'est vrai. Là, mais Tu non. sais quand même, ouais. Ah non, on est dans le. Mais non, elle veut pas que je sois heureuse. Et ça. Mais non, c'est juste, elle a peur. Et donc, elle montre ce côté, elle le traduit de cette manière-là. Cette peur, des fois, elle peut être dure, cette peur, des fois, des parents. Parce qu'il y a des mots, il y a des choses, mais c'est juste. Après, derrière chaque peur, il y a des fois des actes et des mots, des fois, qui peuvent être durs. Donc, c'est pour ça que la peur, son contraire extrême, c'est l'amour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand tu es ado, tu comprends pas. Moi, je vois avec mes filles, je leur dis non, tu n'as pas les réseaux sociaux. Elles disent mais pourquoi toutes mes copines, elles ont ça, je sais me contrôler. Mais moi, je sais ce qui est bon pour toi. Mais toi, tu le sais pas encore. Et à chaque fois, je leur dis, vous me remercierez dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'il n'y avait pas la télé, qu'il n'y ait pas ci, qu'il n'y ait pas ça. Mais bon. Mais justement, c'est là où c'est d'exprimer pourquoi on a peur. Et à chaque fois, la dernière fois, j'étais avec ma mère et on a eu un conflit très, très sévère. Et je lui ai dit, je veux qu'elle m'exprime, au lieu qu'elle me montre, par exemple, et là, elle m'a exprimé, mais vraiment au millimètre près, sa peur. Et donc là, je me suis ouverte. J'ai compris, voilà. Et souvent, on ne fait pas ça. C'est vrai. On ne se met pas en vulnérabilité en expliquant c'est quoi nos peurs. Et donc l'autre, il dit, ah, il s'inquiète autant pour moi. Et donc l'autre, forcément, il va être en empathie. Mais s'il y a une résistance, donc peut-être qu'on va comprendre un autre message. Ouais, c'est une question de communication, quoi. Communication. Pourquoi les JO de 96 t'ont-ils tant marqué?
Bah parce qu'on les regardait comme des super-héros. Et moi, je voulais être une super-héros. Bah oui, parce que les athlètes, c'est ce qui remplace les super-héros en réalité. Ah, les records, waouh, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'était ça. Donc, je me suis dit, oh, bah, si c'est eux qu'on regarde comme super-héros, moi, je veux devenir eux. Et je vais être une athlète. Et moi, je voulais finir dans une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. C'était ça mon rêve, la finalité. Filer, Ouais, voilà. tu as toujours eu l'envie, en fait, enfin, de te challenger. Ah, j'ai toujours ça, hein. Même là, après les Jeux, le judo, j'ai encore un challenge que je vous en parlerai après. Ouais, ok. Non, mais c'est bien parce que, tu vois, on parle depuis tout à l'heure, mais je me dis, pendant qu'on parle, hein, je me dis, mais c'est fou, en fait, elle a plusieurs vies. Non, mais Je c'est sais vrai. pas. Comme un chat? Non, je sais pas, mais Bah, tu as plusieurs vies. Tu oui, es c'est pompier, tu fais du sport à haut cuisine. niveau, tu es cuisinière, tu vois, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, Déjà c'est que vrai tu que réussisses c'est une bien quelque richesse. chose, je sais plus qui c'est qui me disait ça la dernière fois, qui me disait, les gens, en fait, qui entreprennent des choses et qui réussissent une chose dans leur vie, c'est déjà incroyable quand tu entreprends quelque chose. Quand ils réussissent deux choses, c'est très très rare. Bon, après, je ne sais pas si c'est dans les statistiques, si c'est réel ou pas, mais c'est ce qui se dit, quoi. C'est vraiment rare de réussir, en tout cas, dans des nouvelles choses qu'on entreprend, des nouvelles vies. Mais bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu as toujours des rêves de petite fille. Oui, oui, il y a toujours une enfant en moi. Et puis, en plus, surtout que maintenant, c'est plutôt extraordinaire parce que longtemps, elle était blessée, la petite fille. Sauf que là, elle est guérie. Et là encore, j'ai encore plus de pouvoir. Parce que lorsque son enfant blessé, il est blessé, donc des fois, ça peut mettre des boulets. Donc, parce que lui peut être en résistance, non, je le fais pas. Et puis des fois, il faut un peu le bordel. Sauf que là, je sais elle est guérie, vraiment guérie. Et là, le non-limite, il va se mettre en place encore plus. Alors toi, tu débarques au collège à Noisy-le-Grand, tu as 12 ans, tu parles l'arabe littéraire, l'anglais, Oui, c'est ça, mais pas le français. voilà. Bah, comment ça se passe ces premiers moments? Comment tu fais pour Bah, t'acclimater? le seul mot que je savais dire, il est drôle, je vais le dire là parce que ça fera rire dans l'interview ma meilleure amie. Comment appelles-tu? Du jour, elle me dit ça. Je disais ça 10 fois. Comment appelles-tu? Voilà. Et à chaque fois, elle me le redit, donc c'est assez drôle. Mon amie Leïla, je ne savais rien. La langue de Molière, elle est si difficile. Et écrire un livre aujourd'hui, c'est ça qui est drôle. Mais, et pourtant, c'est une langue que aujourd'hui, j'affectionne particulièrement, beaucoup plus que les autres. Et parce que j'ai réussi à plus la maîtriser. Et puis, moi, je la trouve que la langue française est puissante, en fait, même dans les mots, dans plusieurs choses qui font que je sais qu'à l'époque, c'est quelque chose qui était vraiment très, très difficile. Parce que lorsque je suis arrivée au collège, alors là, c'était terrible parce que bon, il y avait l'EPS où je respirais, les mathématiques, il ne fallait pas parler, les maths, c'est des chiffres. Donc tu étais forte. Oui, oui, j'ai eu en algèbre, tout ça, en maths, tout cet univers-là. Et puis après, tout le reste, bon, l'art plastique, tout ça, sans compter la flûte. Voilà, j'attendais tous ces où il fallait pas manier le verbe en français, mais arrivé en histoire géo, où ils en parlaient, quoi. Et donc, c'est pas parce que j'étais... Ouais, je pense vraiment, je le dis encore aujourd'hui, je pouvais être une étudiante brillante et faire des grandes études à cette période-là. Mais en fait, il y avait la barrière de la langue, je comprenais pas tout. Et on m'a mis tout de suite dans une étiquette, dans un tiroir, échec scolaire. Quand moi, j'étais dans un collège en banlieue, qui était très difficile, était dans une zone très très difficile, le collège. Et donc forcément, on m'a mis dans... Ah bon, papa, maman, voilà. On m'a mis vraiment dans un direct, donc quelque part, étiqueté. Sauf que moi, voilà, j'avais le talent de... Pourquoi le sport serait pas aussi un talent comme être bon en maths, ou en français, ou en anglais? Je suis bonne en sport. Ça peut être exactement pareil. Et je sais plus qui disait ça, mais c'est les pays anglo-saxons, même les Allemands, pour eux, quand tu es bon en sport, c'est comme si tu étais bon en physique, en sciences. Et ça, on m'a mis en échec scolaire tout de suite. Et c'était le mot, la première fois que je l'entends, c'est échec scolaire, à l'Iran professionnel. Et en plus de ça, on m'a mis échec professionnel et échec dans le même endroit. Donc pour moi, tous les gens qui y allaient en CEP, BEP, Bac Pro, c'était des gens qui étaient cancres. Ah, t'as fait quoi en BEP? Ah, t'as un cancre. T'es parti en menuisier, je sais pas ce que t'as fait. Ouais. Et or que pas du tout. Bah oui. Pas du tout. Et en fait, il y a toujours cette notion. Et en plus, à l'époque, c'était encore plus tout ce qui était manuel. Puis bon, ma mère, voilà, qui était dans l'hôtellerie, donc c'est elle, ce choix-là, qui m'a dit choisis ce métier, il y a toujours du travail.
Ma fille, les Français, ils aiment bien manger, tu trouveras toujours du boulot. Donc, et puis, je ne voulais pas être en résistance avec tout ce qu'elle a fait, ma mère, tout ça. Donc, ouais, on va faire ça. Et je fais ça en alternance. Et puis après, il ne fallait pas que je choisisse n'importe quel resto. J'ai choisi le meilleur, Potel&Chabot. C'était un des meilleurs traiteurs au monde. J'ai vu il y en a un à New York, un à Paris, un à Saint-Pétersbourg, je pense, aussi. Puis là, je me suis dit, oh, celui-là, je vais prendre. Moi, j'ai tapé à leur porte. Et puis, j'en parle dans le livre. Et voilà, je rentre dans le fameux Potel&Chabot, quoi. C'est un traiteur où j'ai beaucoup appris, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils servent l'Élysée, ils font beaucoup ils font le Roland-Garros. C'est vraiment très connu. Il paraît que c'est hyper physique, le métier de cuisinier. Très. Ben, il n'y a pas beaucoup de femmes. J'étais la seule dans la brigade, là. C'est un métier très stressant. C'est un métier très misogyne. Est-ce que j'allais dire, est-ce que c'est misogyne? Ouais. Oui, c'est très misogyne. Bon, je me suis un peu battue là-bas quand même, un petit peu. Je le raconte dans le livre, dans la confrontation. Et puis des fois, c'est pas un métier où... je vais pas mettre tout le monde, parce que je fais toujours la différence entre il y en a et il y avait certains racistes. Donc voilà. Donc j'ai connu aussi du racisme là-dedans. Et dans l'hôtellerie, maintenant ça change, mais dans l'hôtellerie, il y avait, à l'époque, c'était terrible. Moi, je me souviens, pour un stage, j'avais tapé dans un resto et il y avait écrit dans l'annonce « type européen ». Mais moi, je suis européenne, j'ai le passeport français. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était très, très drôle. Entre guillemets, c'est triste, mais c'était drôle. Ouais. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi c'était drôle. Parce que, limite, la personne a eu honte de sa connerie. Type européen, ok. Je pars. Et là, la dame, et puis elle me dit, vous avez bien vu l'annonce? Je fais, bah oui. Type européen. Et là, je suis contente, je sors mon passeport. Là, se dégonfle pas, ma carte d'identité. Voilà, je suis française, c'est cool. Et puis elle me dit, ah. Et puis là, je vois qu'elle appelle quelqu'un, je ne sais plus qu'elle a appelé qui. Elle ne savait pas quoi faire, elle l'a appelé et tout, quelqu'un qui vient me voir. Et il me dit, ah, vous savez pas ce que ça veut dire, type européen? Et je fais, non. Et vraiment, moi, j'ai peut-être 16 ans, 17 ans, quoi, type européen. Et puis, enfin, ça me paraissait bizarre, quoi. Et puis, elle me dit, non, c'est les personnes blanches de peau. Et je suis sortie de là, limite, je comprenais toujours pas. Mais vraiment. Et je sais que dans leurs yeux, mon innocence face à ça, je pense qu'ils avaient pris une leçon de vie. Ah, ils ont dû être mal à l'aise. Parce que derrière, je me suis excusée, limite. Ah, d'accord. Comme si c'était pas du racisme. Même là, j'étais plus loin que ça. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Hop. Après, ça, on peut le trouver dans le métier dans le cinéma. Parce que là, il faut un rôle. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a ce... Mais pas dans les... Moi, je pense que dans ces métiers-là où on doit jouer des rôles, ok. Mais là... Et en fait, je pense qu'ils en avaient pris une leçon parce que derrière, ils m'ont dit, vous voulez pas quand ils voulaient, mais moi après derrière c'était un petit peu loin et j'ai l'impression qu'ils voulaient quand même changer le truc parce que j'ai senti un truc. Alors je sais que je me rappelle, elle m'avait offert à boire et tout, elle m'a dit, ah, je vous offre quelque chose, elle m'a donné une canette. Elle était gênée, elle était pas bien. Elle était gênée, bah bien sûr. Elle était gênée, et puis face à ça, en fait, face à comment j'ai réagi. Et puis avoir une gamine en face d'elle, en fait, machin, et puis bon, j'ai pris mes trucs, je suis partie. Et c'est qu'avec le recul que cette histoire m'a... J'ai dit, waouh, quand même, ce que j'ai pris. Et donc, on ne le trouve plus, mais il y a 25 ans, on pouvait écrire dans les petits journaux, type européen, ça. Dans les boulangeries. Boulangeries, hein, surtout dans les boulangeries. Ceux qui servent et tout, on pouvait vraiment trouver type européen, on ne prenait pas autre chose, quoi. Ce que tu dis, on le trouve plus, mais on le trouve en tout cas dans des notes internes. Voilà, notes internes, ouais, mais plus externes, parce que c'est punissable aujourd'hui par la loi, tout simplement. Ouais. C'est vraiment triste. Donc voilà, cette anecdote, forcément, je la raconte dans le livre aussi. Alors attends, j'ai plein de questions auxquelles on a déjà répondu. Au départ, au niveau des entraînements, tu t'entraînes qu'avec des hommes. Et est-ce que tu sentais, toi, une différence dans les entraînements hommes et femmes? Après, il faut savoir, bon déjà, moi je suis très très physique, donc des fois je peux prendre des plus légers. Donc des fois, quand on prend des plus légers, ça va, si c'est des jeunes. Donc moi-même jusqu'à aujourd'hui, si je prends un 60 kilos, KD, KD2, bon, je peux friter avec lui, en fait. Après, dès que ça dépasse junior, senior, donc voilà, la différence, elle se fait rapidement. Après, je pense que dans la culture du judo, dans la philosophie du judo, il y a le code moral, et je pense que les hommes, dans le judo, lorsqu'ils font avec une femme, ils savent s'adapter aussi.
Et ils peuvent la faire progresser sans la broyer ou en faisant attention à elle. Donc j'ai toujours eu des partenaires et c'est ça que je trouvais extraordinaire dans le judo, voilà, ces hommes en fait qui ont fait aussi progresser beaucoup de femmes. Et dans l'art en fait de dire qu'on est physique mais on va vous faire progresser et on va faire attention à notre force pour vous faire progresser. Donc après, tous ne sont pas comme ça, mais la plupart en tout cas que je remercie tous ces partenaires, vraiment, ils se reconnaîtront, tous ces partenaires hommes qui m'ont fait évoluer dans les clubs en France, dans l'Institut du judo, c'est aussi grâce à eux, vraiment, je les remercie fond du cœur parce que voilà, ils ont fait attention aussi à mon intégrité physique, mais voilà, ils se sont alignés à mon physique pour que je puisse progresser. Et je voulais les remercier pour ça. C'est vrai que le judo, généralement, bon, moi j'ai 3 filles, mais quand il y a les débuts d'année avec les inscriptions pour les sports, etc., il y a toujours le judo qui revient. Moi, elles n'ont jamais fait de judo, mais à chaque fois, on nous dit le judo c'est super parce que ça t'apprend à avoir comme tu disais, des codes, à respecter ton partenaire, à être bien encadré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes ces valeurs? En fait, c'est simple. À chaque fois, je dis quand je vois des fois ce qui se passe dans le foot ou dans certains sports, nous, on lève juste un peu la tête comme ça à l'arbitre, une sanction qui peut être très, très sévère. Donc, ça rigole pas. Dans le judo, vraiment, ça rigole pas, dans le sens où il y a un code moral, voilà, il faut le connaître. Donc, il y a l'amitié, ouais, le respect. Enfin, voilà, il y a tellement de valeurs dans ces codes que. Et puis, il y a aussi cette notion de partenaire. C'est un sport individuel, mais de partenaire. C'est Uke. Voilà, il y a Tori qui travaille, il y a Uke qui fait, donc c'est des mots japonais, mais et qui travaillent ensemble en fait. C'est vraiment sans le partenaire, on ne fait rien. Donc il y a un respect de l'autre qui en humilité. Bon, les Japonais, tout l'univers du Japon. Et judo, voie de la souplesse. Et moi, dans le sens, je le prends dans les deux sens. Parce qu'il y a le voie de la souplesse, c'est vrai que le corps, le muscle, tout le corps, mobilité, il faut être souple, mais je prends le voie de la souplesse dans l'esprit. Donc, il faut être souple, dans le sens où voilà, c'est un sport de résilience. Il ne faut pas mettre trop de résistance. Et puis, ce que j'ai aimé dans ce sport, c'est qu'on m'a appris à chuter. Et dans son message, j'ai trouvé ça très puissant. On me dit, si tu chutes pas, tu ne sais pas faire du judo. Donc, en fait, si tu tombes pas par terre, tu ne sais pas faire du judo. Et je trouvais ça puissant. En fait, ils t'apprennent déjà à être résilient. Et voilà, c'est tombe, et puis tu te relèves, et là, tu apprends à faire du judo. Donc, il y avait cette notion de chute, je ne sais pas combien de chutes j'ai dû faire pour comprendre le principe, mais et c'est ça qui m'aide aussi. Le judo m'a beaucoup aidé à la résilience, énormément. J'en reviens, parce que comme on a tout mélangé dans notre échange, je reviens en fait sur l'étape pompier. Okay. Donc moi, je connais une personne qui rêvait d'être pompier, qui était venue des Dom-Tom pour intégrer les pompiers de Paris. Il se sentait seul et abandonné. En tant que seule femme noire de surcroît, est-ce que toi, c'est des sentiments que tu as connus? Ah oui, alors moi, il y avait, c'est simple, hein, je me souviens d'un capitaine, lorsque je suis arrivée dans la caserne, j'ai fait une interview, j'ai fait un entretien avec lui et il m'a dit une chose et je l'ai trouvé que c'était bienveillant de sa part parce qu'il me préparait à quelque chose. Parce qu'il ne pouvait pas gérer tous ces hommes. Il m'a dit, voilà, Sapeur Nyang, est-ce que c'est Sapeur Nyang, alors, les militaires, pas comme ça, Sapeur Nyang, on ne va pas passer par 4 chemins, vous savez très bien que vous êtes une femme, vous êtes racisée. Donc il y a plusieurs domaines où, minorité dans la minorité, vous pouvez être attaquable. Donc il faut être prêt. Il me l'a dit clairement. Donc on peut entendre certaines choses, parce qu'il savait bien qu'il y a la misogynie, du racisme, et il m'avait préparé à ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'acceptait pas. C'est-à-dire que la confrontation a été directe quand mon intégrité physique et morale a été touchée. C'est quelque chose que je ne laissais jamais passer. Jamais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à rester 10 ans. C'est-à-dire que je ne me laissais pas faire et je ne voulais pas que ça soit une habitude. Mais une confrontation, on va dire, dans le sens, dans les règles. Dans le sens où je résistais jusqu'à qu'on change d'avis, je résistais jusqu'à que la personne reconnaisse que c'est pas comme ça, en fait. C'était dans ce sens. J'avais des collègues, il fallait que je fasse des débats avec eux jusqu'à qu'à un moment donné, qu'ils se retrouvent la tête dans le mur et dire oh ma merde, j'ai merdé, je suis désolée. Et qu'ils aillent s'excuser pour cette connerie-là. Donc j'aimais aller les confronter dans ce sens. Comment t'expliques ce comportement nouveau en banlieue qui vise à attaquer les pompiers qui se rendent en intervention? Alors moi, j'ai plusieurs
J'ai plusieurs hypothèses, mais puisque j'ai déjà vécu cette scène. Toi, tu l'as vécu personnellement? Oui, j'ai déjà vécu cette scène. Et déjà, c'est quelque chose qui est inadmissible. Mais en fait, c'est pas les pompiers. La plupart, c'est pas les pompiers qui veulent attaquer, c'est le message qui est derrière. C'est-à-dire que quand il y a une émeute, quand il y a voilà, il y a quelque chose qui s'embrase, il y a une violence, voilà, peu importe les raisons, ils allument un feu. La police arrive. Et il y a les pompiers qui viennent éteindre ce message. Ok, vous voulez éteindre le message, on va vous attaquer. Et souvent, la cible, elle est là. Ok, vous êtes avec eux, vous allez éteindre ce message. Mais il faut bien éteindre le message. Et donc, la colère prend le dessus. Et je ne suis pas en train du tout de défendre l'indéfendable. Mais je pense que c'est pas tuer du pompier pour tuer du pompier, pas du tout. C'est surtout qui est associé peut-être aux forces de l'ordre. Ouais, c'est ça. Souvent. Mais en tout cas, c'est une minorité. Et moi, je viens de banlieue. Et vraiment, tout le monde, la plupart des gens respectent les pompiers. Et moi je me souviens et c'est juste cette image, il n'y a pas si longtemps que ça, je partais chez ma coiffeuse et il y avait le feu à côté, donc les pompiers sont restés et je vois une petite maman qui avait très mignonne, qui avait préparé du couscous dans un truc et elle les descendait, ils ne pouvaient pas manger. Et elle disait non, venez les enfants, il faut vous manger. Elle disait aux pompiers qui attendaient parce que c'était la fin elle leur proposait du couscous, ils étaient là, merci madame et tout. Donc ils ont pris toute une petite cuillère, ils ont mangé et j'ai trouvé cette image juste extraordinaire. C'est ça aussi. Et des fois, les médias, voilà, peut-être mettent appui là où il ne faut pas pour générer quelque chose d'assez politique. Mais voilà, tout le monde ne déteste pas les pompiers et surtout les gens de la banlieue. Bah, c'est bien de le dire, ouais. Non. Ne pas mettre d'huile sur le feu, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Toi, c'est quoi le truc que tu as vécu qui t'a marqué en tant que pompier? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu tellement. Des anecdotes tellement. Moi, c'est les personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais j'étais au 6e arrondissement pendant 2 années, au 6e à Colombier, la caserne de Kobe. Et c'est vrai qu'on les interventions, c'est pas le feu, tout ça là-bas. La plupart, c'est on fait personnes âgées ou parce que le soir, à la rue des Canettes, il y a des rixes, des choses comme ça. Mais beaucoup de femmes âgées ou des hommes âgés. Et c'est la solitude des anciens qui m'a toujours impactée à cette période de pompier. Parce qu'il y a eu la canicule, il y a eu beaucoup de décès. Et puis toute cette solitude, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas culturel chez nous. Et je ne connaissais pas la solitude des anciens, de rester aussi seuls, 99 ans, ils sont tout seuls, quoi. C'est fou. Personne. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Limite, ils sont où vos enfants? Ils habitent à 10-15 minutes. Et puis, voilà, c'est cette misère voilà, qu'on retrouve. Et pourtant, c'est des gens d'un milieu social aisé, dans le quartier où j'étais, mais c'était une misère pour moi. C'était une misère, cette solitude qui m'impactait, en fait, de voir autant d'anciens, quelque chose qui est très éloigné de ma culture, en fait. Ça, c'est quelque chose, je ne me vois pas. En fait, je ne vois pas ma mère comme ça seule, quoi. Je pense qu'elle restera tout au bout avec moi. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Donc, je pense quelque chose qui m'a apporté, c'est les anciens, parce que je m'étais liée d'amitié de pas mal d'anciennes dans le quartier. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est fou ce que tu dis, parce que moi, je suis d'origine asiatique. Et les grands-mères, elles vivent avec nous, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois, elles vivent avec nous, il y a les petits-enfants, elles s'occupent des petits-enfants, donc elles se sentent utiles. Et si tu vois dans les sociétés africaines, dans un sens large, oui, il y a les anciens, ils sont avec les enfants. Mais en France, c'est vrai qu'il y a plein de maisons de retraite, des EHPAD. Moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire, mais comment c'est possible? Les parents qui t'élèvent, qui font du mieux qu'ils peuvent, et qui se retrouvent, comme tu dis, à 90 ans ou à 80 ans, tout seul, alors que la personne, après, apparemment, il y a plein de gens qui sont dispatchés un petit peu partout en France, à des milliers de kilomètres, mais normalement, tu fais en sorte, un projet de vie, c'est peut-être se rapprocher, quoi. Puis je sais pas pourquoi ça m'a toujours impacté la solitude des anciens. Voilà, vraiment voir une grand-mère, parce que j'en vois souvent comme ça, quand ils font leurs courses, tout ça, c'est quelque chose ça peut mettre les larmes aux yeux tout de suite. Ouais. Et qui se lie d'amitié avec comment on appelle ça, les assistantes. Ouais, voilà. Oui, les assistantes, les aides les aides sociales, tout ça. Voilà, c'est ça.
Mais bon, après, c'est... Voilà, donc il y a ça, et voilà, il y a des choses comme ça. Et puis forcément, chaque intervention, et puis des collègues, voilà, j'ai toujours des collègues où je suis très très amie, parce que c'est des frères d'armes et des amis très très proches. Mais tu vois, là, tu as été pompier, tu as été sportif de haut niveau. Tu disais que tu voyais, en fait, à travers les sportifs, des personnes, enfin, tu les voyais comme des héros. Et le pompier, il est vu comme un héros. Ben oui, c'est ça. Donc c'est toi, tu as cherché ce... Ah ben, c'est ça, parce que lorsque j'étais en train de courir à ce jour-là et qu'il me dit, nous, on sauve des vies, on joue celui avec une cape. Ah bon? Et cape et puis sport. Il y avait les deux choses qui me Réunies. plaisaient dans la Ouais. vie. Donc je pense que c'était pas pour rien que je suis arrivée 10 ans chez les pompiers. Tu as eu besoin de sauver le monde. Voilà, tu peux voir. Après, je ne sais pas sauver le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaisait. Quand tu vois la grève, enfin les manifestations des Gilets jaunes, tu vois des policiers et des pompiers qui se battent, qu'est-ce que tu te dis? Waouh, c'est une image que j'en parlais à cette période-là. Pour moi, c'est une image qui est très, très difficile. Parce que d'un côté, après, c'est pas les pompiers pareils, parce qu'il faut savoir que les pompiers pareils, ils font pas de grève. Donc, ils sont pas dans les manifs. Ça, là, c'est professionnel. Voilà, c'est ça, mais c'est quand même C'est les professionnels, donc Ouais. c'est différent dans le sens où eux, par rapport à leurs droits, par rapport à... Et puis là, faire face à la police, l'ordre qu'ils ont Et le pire, c'est que même quand on parle à ces policiers-là, en fait, ils vont exécuter l'ordre qu'on leur donne au-dessus, en fait, en réalité. C'est comme des pantins, hein, et voilà, on leur dit d'aller là. Et le clash entre les deux, c'est une image terrible, parce que il y a d'un côté celui qui sauve des vies, qui est là, qui veut continuer à sauver des vies en ayant une vie décente, qui dit à l'autre qui protège des vies et qui, là, contre son gré, ça se trouve, mais il faut qu'il fasse l'ordre. Donc tout n'a aucun sens, en fait. Rien. Puis bon, à chaque fois, je dis, c'est la faute de là-haut. Là, ils sont là, tout est là-haut. Donc, mais l'image, elle est terrible. Cette image, je l'ai toujours trouvée terrible. Ouais, c'est terrible. Ouais. Moi, à chaque fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais regarde, pendant les guerres et tout, les nazis qui exécutaient les ordres de là-haut, normalement, ils auraient dû se rebeller. Mais ils ont exécuté. Ils ont exécuté les ordres, bien sûr. Donc, je suis d'accord. Bon, là, ça va un petit peu loin dans le raisonnement, mais... Et puis, il y en a qui ont résisté. On n'en parle pas, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu dans tout, que ce soit là, on parle de l'Allemagne, mais qui résistent. Il y en a. Et on n'en parle pas assez, mais il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on est avec eux, en tout cas. Ouais. Parce qu'en fait, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes... c'est vrai, hein. Les Gilets jaunes, pour moi, c'est un mouvement aussi de la police, c'est un mouvement de bien sûr. Les métiers précaires, en fait, bien qui sûr. se battent pour leurs droits et pour essayer d'avoir, comme tu dis, une vie plus décente, quoi. Donc, toi, tu dis qu'un responsable à Paris t'avait dit qu'en France, tu ne serais jamais mieux qu'une partenaire. Oui, un responsable. Et en réalité, Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait mis en colère. Mais en fait, j'ai pris avec du recul et je me suis dit, dans sa posture, à lui, on commence le judo à 20 ans. Elle a fait en plus des intérims en même temps, elle fait du judo, 4 ans de judo, 5 ans, hop, tiens, les ceintures noires, à 25 ans. Ah, elle rentre chez les pompiers en plus, à 21-22 ans, elle travaille de nuit. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire dans le haut niveau? Donc lui, il a pris ma vie biscornue qui a ni queue ni tête. C'est bien partenaire, c'est déjà bien. Elle ne sera pas dans les meilleurs mondiaux. Et en fait, moi, j'ai pas eu cette lecture-là à l'époque, mais en fait, parce que je n'imaginais pas ma vie, elle était comme ça. En fait, voilà. Ouais, les athlètes, c'est simple, hein. C'est sport-études, ils font un peu de double projet d'école, comme ça, mais ils font que ça. Jusqu'à qu'après, ils font leur vie. Mais moi, je fais des 72 heures de garde. Hein. Derrière, voilà, et j'allais m'entraîner. Et c'est vrai que lorsque j'ai décidé de tout planter, de partir, et c'est vrai que cette phrase, j'ai pas cru. Mais je pouvais un peu me dire pourquoi il me disait ça. Parce que j'avais une histoire ni queue ni tête. Je dis biscornue, histoire atypique, et que de miser sur moi, c'était dangereux. Et normal, hein, j'étais déjà assez âgée. Mais je m'étais promis une chose, vraiment une promesse, à partir de ça, de cette phrase, que lorsque je partais dans le continent africain, donc au Maroc, je partais, mais je perf.
C'est-à-dire que je suis dans le meilleur. Alors, le meilleur résultat que j'ai fait, c'était dans le classement, comme c'est un peu au tennis, j'étais 4e mondial. Donc de gagner un grand prix, voilà, de ramener des médailles partout et voilà, forcément être championne de mon continent. Mais c'était de me qualifier aux JO dans le top 16 mondial. Et j'étais 10e aux Jeux Olympiques. Donc. Et Tokyo, pareil. Je veux pas un quota, en fait. C'est pas oui, on l'a mis parce que. Non, non. Et j'avais besoin de prouver ça et que j'avais ma place. Et donc, j'ai réussi ce pari. Parce que ça m'avait fait mal. Je dis, ah bon, bah, je vais être dans les meilleurs. Et puis, j'avais aussi battu des Françaises à des compétitions. Et ça, c'était aussi important pour moi. Bah oui, c'est symbolique. Ouais, c'était symbolique. Bah voilà. ouais. Et c'est vrai qu'il y a une photo qui est magique où je suis comme ça, où une fois, c'est arrivé. C'était pas vraiment. C'est pour dire que voilà, je suis partie faire mon petit chemin et j'ai réussi. Et que finalement, rien n'est impossible, en fait. Et ce responsable-là, tu l'as vu par la suite? Oui, qui me félicite. Ok. Qui m'a félicité plusieurs fois. Je sais que lorsque je gagne de Soldov, il m'avait vraiment félicité. Vraiment, vraiment. C'est bien. Il a oublié, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, à mon avis, il avait, comme tu dis, il avait son idée précise. Voilà, les sportifs de haut niveau, ils ont fait ce cursus-là. En France, c'est fort. Hein. En France, c'est une nation très, très forte dans le judo. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Quand moi, je l'arrive, voilà, ils en ont 10 ou 15. Enfin, voilà. Ouais. Donc, toi, tu décides de porter les couleurs du Maroc suite à ça. Et est-ce que tu as été bien accueillie là-bas? Comment ça s'est passé? Alors, le Maroc, oui. Alors, c'est ça le paradoxe, c'est que à chaque fois, alors, Sénégal, Maroc, France, et j'ai l'impression que je suis nulle part pleinement ça, mais je suis tout à la fois. C'est-à-dire que je sais qu'en France, bon voilà, il y aura toujours un truc, montrer son identité, prouver qu'on est français. Au Sénégal, pareil, et sénégalaise. Et au Maroc, je suis pareil. Donc en fait, je suis métisse et bien. Enfin voilà, tu dois connaître ça, le fait que tu sois aussi, je pense, eurasienne. Et finalement, c'est quoi notre identité? Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été à la recherche de ça, de me sentir bien quelque part. Et finalement, je me sentais un peu partout bien. Et au Maroc, en fait, j'ai dû m'imposer. C'est prouvé qu'aussi, c'est vrai qu'on, c'est la MRE, Marocain résident à l'étranger. En plus de ça, la sénégalaise. Donc moi, j'avais le petit surnom Nyang, nom de famille qui n'est pas du tout marocain. Donc je suis assez connue pour ça, c'est la sénégalaise. Donc il y avait toujours ça. Et puis même des fois, une fois, je me souviens dans une émission, on m'avait dit Asma Nyang, la marocaine africaine. J'ai dit, t'es en direct, tant pis pour toi. C'est toi qui passes pour un inculte. Le Maroc, c'est en Afrique. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était assez drôle. Je lui dis après, il fait ah ben c'est tout. Bon bref. Mais en tout cas, oui. Après, c'est partout. Il y a des gens extraordinaires et c'est vrai que le racisme, je l'ai aussi subi, que ce soit en France, mais en Maroc aussi. Je l'ai beaucoup subi lorsque je perds. Donc quand je gagne, ça va, c'est la marocaine, mais quand je gagne, c'est la sénégalaise et puis des mots très très durs. Donc ça m'a plus embêté des fois pour ma mère qui lit les commentaires. Donc j'ai eu vraiment des fois des commentaires très très racistes dans ce sens, que je laisse pas passer encore, mais bon, j'essaie de filtrer. Mais bon, voilà. C'est quand même grâce à ma nation, le Maroc, que j'ai une carrière exceptionnelle parce qu'ils ont accepté de croire à ce pari fou qu'à 29 ans, j'allais devenir le meilleur palmarès du judo marocain. Ouais, c'est magnifique. Et voilà, donc voilà, c'est une fierté, en fait, une femme qui détient le meilleur palmarès du judo marocain. C'était aussi pour inspirer toutes ces jeunes filles, en fait, tout simplement aussi, puis les jeunes hommes aussi. Mais je ne pensais pas faire une carrière aussi dingue, en fait. Aussi dingue. Tu parlais de... Alors moi, je suis nulle en prononciation. Düsseldorf. Oui, Düsseldorf. C'est ça, Düsseldorf. Wow. Donc toi, tu gagnes là-bas. Oui. Et les organisateurs n'avaient prévu ni drapeau, ni hymne national. Alors en fait, la petite anecdote, elle n'est pas vraiment comme ça. C'est qu'ils ont bugué parce que c'était la première fois que l'hymne national dans un Grand Prix monte aussi haut. Et finalement, ils n'ont pas trouvé, je ne sais pas, ils ne m'ont pas mis dans l'ordre. Normalement, je devais passer tout de suite au podium. Et en fait, ils étaient en panique, donc je pense qu'ils étaient en train de chercher quelque chose. Donc, j'étais passée à la fin. Et c'est là que j'ai compris. Donc, bref, ils ont trouvé le drapeau. Et c'est vrai que ça a ému beaucoup de personnes. Ça a ému beaucoup de personnes. Il y avait un arbitre, enfin pas un arbitre marocain, mais un dirigeant qui avait pleuré ce jour. Et là, j'avais écrit l'histoire quelque part dans le judo marocain. Vraiment tamponné, que c'était possible, en fait. Et c'était une Sénégalo-marocaine qui l'avait tamponné. C'est magnifique. Là-bas, voilà. t'es une star, là-bas. Après, star, j'en sais rien. On n'est jamais prophète chez soi. C'est ça, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, après, dans le milieu du judo, forcément.
Comment tu as géré les moments de doute et de défaite, notamment au JO de 2016, il me semble? En fait, moi, j'étais triste à Rio parce que je venais de commencer le jeu et on me disait que c'était fini. Parce que je commence à 29 ans et je me qualifie dans le top 16 mondial. Donc, je fais une saison incroyable. Et en fait, tous les journalistes, comme j'ai 34 ans, les gens ils me disent, elle est en fin de carrière. Donc tout le monde, les journalistes, quand ils me parlaient, alors, après, pour tes derniers JO, je viens de commencer le game, je viens de jouer, là, laissez-moi jouer. Je suis à Euro Disney, là. Donc pour moi, j'allais à Tokyo, mais je n'osais pas le dire, que j'allais pour 38-9 ans. Donc moi, j'étais un peu triste pour ça. Quand je quitte le tapis, je me dis, ah, ils veulent que je m'arrête. Donc pour pas dire 4 ans, je dis, bon, je suis une année. Je disais rien. L'année demi-finaliste au championnat du monde. Première fois de l'histoire du. D'autres années, demi-finaliste au championnat du monde. Bloc final, waouh. Et là, je dis, bon, bah, on va croire que je peux aller à Rio. Et là, c'est parti en Rio. Le Covid qui arrive, 5 ans de jeu. Incroyable. Donc voilà. En France, il y a toute une polémique autour de Audrey Chouméo, je ne sais pas comment on le prononce non plus, et de Madeleine Malonga. Oui. Tu as suivi un petit peu, toi? Oui, j'ai suivi, j'ai suivi. Mais après, ça, c'est les journalistes. C'est deux concurrentes, c'est difficile, les deux veulent aller au jeu. Ce qui s'est passé sur le tapis, c'est par rapport à la pas serrer la main, il n'y a rien de tout ça, c'est juste sur le moment. L'arbitre. En fait, je pense que aujourd'hui, le judo d'aujourd'hui est en train d'être saccagé par l'arbitrage et par là-haut, par les organisations, que ce soit financier, de ce qu'ils mettent en place pour les compétitions, une question d'argent, et aussi, comme ils veulent faire passer les choses très très vite, donc il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage, et le judo aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Et c'est pour ça que ça va pas me manquer l'arbitrage d'aujourd'hui. Avant, on pouvait s'exprimer, aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Tous les athlètes se plaignent, et tout ça, c'est une question de télé, pour que ça passe vite. Donc voilà, il y a des choses il y a de l'injustice, beaucoup d'injustice dans le monde du judo international. Et que j'ai subi énormément. Donc, et puis des fois, quand c'est des petites nations, on fait moins attention, on les vire très vite. Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc ouais, elle n'était pas contente et je pense que ce qu'elle a fait, ce geste, c'est pas contre elle spécialement. C'est des coéquipières, elle se respecte, c'est deux championnes très grandes. C'est plutôt contre le système voilà, qu'elle a fait ça. Quand tu vois qu'Audrey a encore été sacrée championne d'Europe dans la foulée, tu te dis qu'elle méritait de participer au JO ou pas? Après, la sélection a été extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est deux grandes championnes, mais vraiment deux grandes championnes qui peuvent ramener la médaille olympique à la maison. Sauf qu'ils ont mis des règles. Et la règle, elle était sur... moi, je préférais que ça soit sur les Europes. Mais c'était avant. Ils les ont sortis, ils leur ont dit, bon, il y en a une qui fait une compète et l'autre une compète. Et donc, les deux ont accepté ce deal. Du moment que les deux, elles ont accepté ce deal, c'est que c'est fair play. Si à un moment donné, elle dit non, moi je préfère que ça soit aux Europes, je ne le fais pas, il y a OK. Mais là, les deux ont accepté que ça soit, ils ont imposé ça. Et donc c'est parti sur ce deal, la meilleure fera les Jeux. Malheureusement pour Tchon, parce que ça reste une grande championne, mais il y a eu un deal qui s'est fait en fait. Et puis bon, là malheureusement, il s'est passé aussi un autre pour elle, elle aurait dû être médaillée il y a 2 jours. Et c'était hier, donc Malanga qui ramène une médaille, elle devait être 3e facilement, mais il y a eu un problème d'arbitrage encore. Ah ouais, donc c'est vraiment le truc... Oui, un truc vraiment improbable qui s'est passé. Bon, là, c'est le judo. Comment tu parviens à trouver un équilibre entre ta carrière sportive et ta vie personnelle? Waouh! C'est toujours la question qu'on pose. Comment fais-tu? Quel genre de vie tu mènes? Sincèrement, j'essaie quand même de garder un côté jardin secret, dans le sens où entre tout ça, le haut niveau, l'accompagnement, enfin tout ce que je fais, les conférences, les associations, mes missions humanitaires, enfin je fais tellement de choses, de garder ce côté famille, voilà, et puis tout simplement avoir un moment pour moi, tout simplement. J'essaie quand même. T'es mariée? Non. T'es célibataire? Oui, là oui. T'as des enfants? Non. T'aimerais en avoir? Bien sûr. Donc, tu as un cœur à prendre. Voilà, on est en train de faire une... Je suis un cœur à prendre. Oui, je me m'étais séparée depuis maintenant 3 ans. Et donc, voilà, j'étais restée très, très focus sur mon univers d'entrepreneur et puis ma carrière d'athlète de niveau. Et c'est vrai que je n'ai pas laissé place à ma vie privée. Mais là, tu vas laisser de plus en plus place. Oui, forcément. OK.
Et du coup, ton côté entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai créé ma structure qui s'appelle Kintsugi People. Kintsugi, c'est un mot japonais. Kin, ça veut dire or. Tsuki, c'est fissure. Les Japonais, vous savez, lorsqu'ils font tomber un objet, et ben en fait, ils ne le jettent pas. Ils le recollent et ils mettent de l'or. Kintsugi. Un beau vase Kintsugi. Tout le monde en a vu un. C'est des fissures d'or. Et donc, ça a toujours été... Et moi, je suis partie en stage à Kyoto. Et je pars à Kyoto et vraiment comme dans les films, je vois un ancien au Japon, un ancien où il faisait des kintsugi, je rentre là-dedans et j'avais son petit-fils, tout ça, et je demande ce que c'est, et il n'y avait que des objets cassés, et il les recollait, je vois la vitrine, c'était magnifique, je dis ça, c'était ça. Et puis il m'explique en anglais ce que c'est un kintsugi. Ah, j'étais pressée de rentrer à l'hôtel pour taper sur, retrouver le wifi pour comprendre, et je vois or, tsuki, fissure. Et je me suis vue en kintsugi, vraiment. Vraiment, vraiment, je me suis visualisée en kintsugi. C'est-à-dire que toi, ta personne? Ma personne, Ok. que j'étais un kintsugi vraiment, que j'ai réussi à sublimer mes mots, j'ai fait des trucs extraordinaires avec mes fissures en fait. J'ai réussi à transformer voilà, tout ce qui était cassé, mais en quelque chose de, une œuvre, enfin quelque chose de très précieux. Et puis il y a eu un moment de réflexion et après j'ai fait un DU en prépa mentale et puis après je suis rentrée dans le UFPP et faculté de psychologie et psychanalyse. D'ailleurs, enfin, quelqu'un d'extraordinaire, le patron qui m'a accompagné dans cette aventure, formation extraordinaire et qui était mon psy à l'époque. Et après ça, je me suis dit Kintsugi People. Waouh! Et donc, je crée Kintsugi People. Voilà, je suis fondatrice de Kintsugi People où j'accompagne voilà, tout ce qui est dans l'univers de la résilience. Et puis, ça peut être des retraites. Voilà, des retraites. Et chaque être humain a sublimé ses mots AUX. Et puis, il y a un milieu aussi carcéral qu'on ne parle jamais et que c'est... Et là, je vais essayer de faire... voilà, maintenant que je vais avoir plus de temps, parce que la carrière est à de haut niveau, et sur les femmes en prison. Et on ne parle pas beaucoup des gens voilà, dans ce milieu carcéral, parce que voilà, ils ont été jugés, voilà, c'est paria. On ne veut plus en entendre parler, alors forcément, la prison, elle est là, parce que voilà, il faut payer de ce qu'on a fait, mais lorsqu'ils sortent, ces gens-là qui sont abîmés, on en fait quoi? Et cette rédemption, moi je crois que chaque être humain a droit à sa rédemption, je crois profondément à ça, et que généralement ces gens-là aussi, ils ont connu des mots AUX très forts qui les a poussés à faire certains actes, à passer de l'autre côté. Et donc j'ai envie aussi de les accompagner, et donc j'avais fait déjà un atelier avec des jeunes incarcérés, très jeunes, où je les faisais casser à quelque chose. Donc c'est vrai que celui qui était le plus en colère, il cassait plus fort. Et je les faisais recoller leur objet cassé. C'est de l'art-thérapie. Mais j'essaie de faire passer en fait, ce message par cet univers de Kintsugi. Et puis en vulnérabilité, qu'ils acceptent toutes leurs fissures. Quoi. Toutes leurs fissures, ils en font quelque chose d'extraordinaire. Et à le montrer en fait. Et de ne pas avoir peur de le montrer. Et donc ça part dans ce sens, Kintsugi People. Donc ça va être tout l'univers aussi ces gens-là en prison, en fait, carcéral. Et ça peut être aussi le chef d'entreprise que j'accompagne comme... voilà, c'est tout être qui a envie de sublimer son être. Toi, tu dis que c'est du partage quand je te parlais de coaching, mais là, c'est du coaching quelque part. Oui, Ouais. c'est de la thérapie. Ouais, ok. C'est de la thérapie. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été résistante avec le mot coaching, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de charlatans, je pense. Ouais, et puis il y a un truc que coach te dit fais. Sauf que moi, le coaching, voilà, c'est un peu précisément ça. L'accompagnement dans la thérapie plutôt, et à côté, et puis les personnes, en fait, elles font le travail. Nous, on est là, on les accompagne à côté, mais en aucun cas, on les guide à faire ça. Tout. Non, le travail, vous allez le manger, c'est vous. C'est votre histoire, c'est votre vie, c'est votre chemin, c'est votre héritage, et vous allez le porter, et on va le porter à côté de vous et en vous accompagnant. Et c'est plutôt ça. C'est très bien que tu parles des jeunes femmes en milieu carcéral, parce qu'on a été contactés il y a plusieurs semaines par des responsables de communication, de je ne sais plus quel, en tout cas de responsables qui s'occupent de prison pour femmes et qui diffusent les interviews confidentielles qu'on fait. Donc sûrement elles vont t'entendre. C'est avec un grand plaisir, parce que
voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai entendu plusieurs témoignages de femmes qui sont vraiment en rédemption et qui, voilà, qui reviennent à la vraie vie et puis elles sont toujours jugées. Ouais. Et ça, voilà. Et puis justement, humaniser ces femmes. Et donc, il y a des docus aujourd'hui qui font ce travail que je trouve très, très bien. Mais les humaniser et que, voilà, que l'erreur, voilà, voilà, je crois beaucoup à la rédemption. Est-ce que tu t'impliques dans des initiatives ou des projets pour promouvoir le sport chez les jeunes filles? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, toujours. Tu peux Au, au Sénégal, donc à chaque fois qu'il y a des projets comme ça où on est amené à partir, moi je suis toujours OK. Hein. Donc c'est vrai que le Sénégal, forcément, un pays de la Teranga, je suis sénégalaise, donc je contribuerai toujours pour le Sénégal et puis le Maroc, forcément. En priorité, c'est mes pays. Et à chaque fois qu'il y a voilà, tout ce qui est promouvoir le sport, dans le développement du sport en Afrique, en l'occurrence pour les femmes, moi je suis toujours in. Donc il y a plusieurs associations à chaque fois qui font appel. Et voilà, je suis toujours in là-dessus. Quel impact tu souhaites avoir sur la nouvelle génération de judokas au Maroc et plus largement dans le monde? Alors quel impact que j'aimerais avoir? Ouais. Alors est-ce qu'on parle du sport de haut niveau? On peut parler des deux. Alors moi, si je parle de sport de haut niveau, alors j'aurai deux discours. Deux discours qui sont similaires, mais pour deux publics différents. Ceux qui ont envie de faire du haut niveau, le seul message que je pourrais leur laisser, c'est qu'ils ne s'identifient jamais à leur médaille. Ils ne s'identifient jamais à 100% de ce qu'ils font. Et ça veut dire que la médaille, c'est une belle récompense, une magnifique récompense, mais elle ne sera jamais leur valeur. Donc leur valeur et la médaille, c'est deux choses distinctes. Sauf que beaucoup d'athlètes pensent qu'ils s'identifient énormément à ce gain. Et quand on le comprend, voilà, finalement, c'est ça la réussite. Et puis aussi, une chose, c'est de ne pas oublier que le chemin, il est tellement important et qu'ici, il fait partie de la médaille. C'est-à-dire que finir sa carrière en n'ayant rien compris, la médaille n'a pas de goût. Et je pense que la médaille, elle se savoure que lorsque justement le parcours il a été très, très puissant en éponge, c'est-à-dire qu'on a absorbé tout ça, en fait, tous les échecs et pourquoi et le comment, et surtout le tour de soi-même. Parce que moi, je dis à chaque fois, j'ai fait 72 pays, mais je crois que le plus beau voyage que j'ai fait, c'est... j'ai traversé mes abîmes, enfin, voilà, j'ai traversé tout mon univers à l'intérieur, et c'était ça mon plus beau voyage dans ces 72 voyages de pays, tous les continents. C'est mon voyage à moi propre. Et le deuxième, je dis à tous les parents de mettre leurs enfants au judo, parce que c'est même pas que je fais la promotion du judo, parce que je trouve que le judo, ça fait partie encore des sports où il y a une espèce il y a un respect qui est juste géant, en fait. Il y a une humilité qui est là, et on apprend ça aux enfants. Et voilà, et c'est pour tout. On va dire, on est un enfant hyperactif, le judo, ça va plaire. On est un enfant timide, le judo, ça va plaire. Et donc voilà, moi, je incite toujours les parents à mettre leurs enfants. Si j'ai un enfant, je le mettrai au judo. Alors, je ne sais pas le haut niveau s'il en aura envie, mais en tout cas, ça sera le judo, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une devise ou une philosophie de vie qui t'accompagne au quotidien? Oui. Dévoile-nous tes secrets pour qu'on puisse avoir un semblant de... J'ai une phrase, j'ai un ancrage, une phrase. C'est parce que souvent on me pose, mais comment tu fais pour ta discipline? Et en fait moi, c'est pas une discipline. C'est vrai que j'ai une vie qui, pour les gens extérieurs qui voient que je suis disciplinée et psychorigide, moi je ne sais pas que c'est ça. Et en fait, c'est juste une phrase qui me guide tout le temps, c'est Asma, sois le petit courage de chaque matin. Sois ton petit courage de chaque matin. Et le courage vient de l'étymologie, le mot cœur, qui veut dire cœur dérivé. Ça veut dire que de réfléchir toujours par le cœur et d'être guidé par le cœur. C'est ce que je fais chaque matin en faisant mes respirations et avant d'aller au bain glacé, enfin ma douche froide ou le bain glacé. Et donc voilà, sois le petit courage de chaque matin. D'ailleurs, j'ai vachement regardé donc, tes réseaux, etc. Et j'ai vu que tu prenais souvent des bains glacés. Et j'ai vu que que c'était hyper bien. Donc tout à l'heure, on parlait de la douche froide. Mais il y a un monsieur qui a écrit ta préface qui a sorti un livre en expliquant tout ce qu'il y a de positif. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots Oui, c'est un homme, Wim Hof, qui a battu plus de 29 records ou 26 records au monde. Il ne les a pas battus pour dire
qu'il est le meilleur, il les a battus pour prouver que l'être humain, il est dans les mythes, lorsqu'en fait, il détruit ses croyances limitantes. Alors pourquoi le bain? Le bain glacé, en fait, je sais que c'est grâce à cette méthode que j'ai réussi à respirer. Le mot respirer, j'aime bien les mots, le langage d'oiseau. Étymologie, respirer, ça vient de spirale. Spirale, c'est spirituel. Le souffle, en fait. Et quand on vient au monde, on respire. Et quand on part, on expire. Et entre, des fois, on suffoque. Et en fait, le savoir respirer, c'est ce qui gère les émotions. C'est-à-dire que les hormones, rien qu'avec la respiration, on peut changer notre mood tout de suite. Et en fait, le bain glacé, c'est un peu le miroir de l'âme. Il nous dit où on est et qui on est. Ça veut dire que je peux voir tout de suite une personne quand elle va dans un bain glacé, comment elle réagit. Si à l'intérieur ça va ou ça va pas. Si elle sait respirer ou pas face à un stress. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un baromètre. Donc, lorsqu'on va, l'eau glacée, elle est impitoyable, mais elle est juste. Parce qu'en fait, elle nous dit de se la fermer. C'est-à-dire que quand on va dessus, c'est oh, je suis pas en train de penser à un divorce. Ma grand-mère, mon travail m'a viré, c'est tout de suite, je suis ici, maintenant, ce moment. C'est-à-dire qu'elle nous met tout de suite dans le bain, il nous met tout de suite dans une espèce de conscience. Tout de suite, on est là. On ne peut pas penser à autre chose parce qu'on est là, on est pris. Donc on vit une pleine conscience qui est puissante et grâce à la respiration. Et ça, c'est magique. Rien que pendant 2 minutes qu'on est là, ici, maintenant, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est très spirituel. C'est que ça. Enfin, moi, mon chemin vers les bains glacés, c'est que ça. Ben c'est ça, parce que tu dis, on oublie tout. Moi, je connais beaucoup de toutes les origines, les religions, etc. Et les musulmans me disent, la prière 5 fois par jour, parce qu'il y en a plein qui critiquent, qui disent 5 fois par jour, mais ils sont fous et tout. Mais eux, ils disent, non, c'est notre rendez-vous, 5 fois par jour, pour être présent pour notre Dieu, et pour ne penser qu'à lui à ce moment-là précis. Et c'est magique, merci de parler de ça, parce que justement, c'est cette notion de 5 fois, d'être ici maintenant, ce moment, en pleine conscience, à faire quelque chose, à laisser... je donne un exemple, la dernière fois, je suis restée focus sur ça, j'étais au Maroc, et je rentrais dans un magasin, et il y avait l'argent sur le comptoir. Et il y avait un peu de monde, mais pas trop, on n'était que 2. Il y avait plein d'argent, plein de choses, et je voyais le monsieur derrière avec son tapis, il priait. C'était son moment. Et il priait. Et stop, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'argent. Voilà. Et puis on attendait tranquillement. En France, on ne peut pas faire ça. Mais... Et j'ai trouvé ce moment-là magique. Parce qu'on coupe à un moment donné. Là, c'est mon moment, ça dure quoi, 1 minute 30, 2 minutes? Laissez-moi mon moment. D'être là. Voilà. Mm. Et donc c'est ça. C'est juste la question à se poser. C'est quand on est vraiment là. Et voilà, quand on est vraiment là, dans le moment présent, et surtout aujourd'hui, en fait. Tout simplement, aujourd'hui, tout va vite. Les réseaux, on est tout le temps ailleurs et nulle part. Et de se reconnecter juste à un moment donné, et juste être là, ici, c'est pour ça que ces routines-là, je pense que c'est important pour un être humain. Pour qu'il puisse se sentir aligné, en fait, tout simplement. Et moi, je sais que j'ai besoin de ces routines-là. Ça m'aide à mon alignement. Et la lecture aussi. Ah oui, la lecture, c'est une grande histoire d'amour. Oui, parce que je suis dyslexique. Et c'est pour ça. C'est parce que au-delà que j'ai eu du mal avec le français, j'étais dyslexique et on se moquait de moi à l'école parce que j'inversais les mots. Quand je vois un mot, je vois à l'envers. Et beaucoup, on s'est moqué de moi là-dessus. Voilà, des fois, à la classe, il fallait que je lise à voix haute. Des fois, je paniquais parce que je savais que j'allais lire. Parce que vous savez, il y a plusieurs dyslexies. Hein. Il y a des dyslexies où les mots ils sont inversés. Donc voilà, on va lire à l'envers. Enfin, où on ne voit pas très bien. Et puis, à un moment donné, je commençais à me renseigner sur les dyslexiques. Je vois Einstein. Je vois que des pointures. Je fais, bah non, attends. Ce sont encore des héros. Attends, il y a encore des héros qui sont dyslexiques. Je peux être. Et donc, c'est devenu un peu une marque de je suis fière de le dire. Mais ça m'a aidé à lire parce que je me suis dit, plus on lit, peut-être que je le serai moins. Et donc, je vais en faire une force. Donc, je commençais à lire. Et donc, forcément, quand tu es jeune et que tu es dyslexique, maintenant, ça travaille et que j'ai une façon différente de lire. Mais à l'époque, c'était très important pour moi, quoi. C'était comme un point faible, il fallait que je le montre. Donc, j'ai toujours eu des trucs de compétitrice, quoi. Donc, et là, pour finir avec ça, la petite anecdote, c'est que moi, j'habite à Noisy-Grand et mon livre sort à la Fnac de Noisy-Grand. Et cette Fnac, j'ai passé ma vie par terre
à lire des BD. Mais c'est le patron, bon, ils sont plus là, les anciens, mais et j'étais la seule qui me laissait parce qu'ils savaient que je faisais pas le genre de bêtises. Quand je connaissais des potes qui venaient, ils foutaient un peu le bordel. Moi, ils savaient très bien que j'étais là, la petite qui partait, qui me s'asseyait et qui me disait rien. Et à chaque fois, même le vendeur, il me disait ah, il y en a un autre Bully Bill qui est sorti, il y a un autre truc. Et il me les donnait pour que je les lise. Et je vais la raconter forcément parce que je fais un événement le 15 juin. Et pour moi, que mon livre soit là, c'est énorme. C'est quelque chose de, pour moi, c'est limite, j'en ai eu les larmes aux yeux quand ils ont accepté. Que je sois dans cette... dans cette Fnac. Ouais, La boucle est bouclée, en fait, wow. quelque part. Oui, c'est ça. C'est juste extraordinaire, en fait. Donc voilà, c'est aussi ça, la médaille olympique. Qu'est-ce que tu penses que ton père penserait de tout ton parcours, de tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie? Ouais, je suis certaine qu'il serait fier. Certaine. Alors moi, ce qui était paradoxal, malgré tout, j'étais un peu sa préférée. Je le voyais très peu. Mais c'est vrai que le seul souvenir que j'ai de lui, j'ai toujours son odeur. Mais moi, il était gentil. Donc vraiment, il me donnait très peu de temps. Mais bon, c'est vrai qu'il mettait la main dans la poche. À l'époque, c'était des 110 dirhams. C'était énorme pour une petite fille. Donc, il me donnait 100 dirhams. C'était voilà, le patriarcat. Voilà, il s'enfermait dans son bureau caputonné. Enfin. Mais c'est vrai que le peu de fois où j'ai échangé avec lui, j'étais la dernière. Donc j'étais un peu sa petite préférée. Donc il me donnait un peu plus d'argent comme les autres pour acheter du chocolat. Mais il serait très fier, je pense. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Elle veut savoir ce que je fais, elle veut que je lui raconte ma vie. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel.